Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en direct sur Public Sénat pour suivre les vœux de Territoire Uni. C'est l'union des trois grandes associations d'élus, l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France et Régions de France. Des vœux qui ouvrent une année 2020 qui sera marquée par les municipales, première d'une séquence d'élections locales avant les départementales et les régionales en 2021. Nous suivrons donc en direct les discours de François Baroin, le président de l'Association des maires de France, de Dominique Bussereau, le président de l'Assemblée des départements de France, et de Renaud Muselier, le président des Régions de France. Et puis discours également de Gérard Larcher, le président du Sénat, qui accueille ces vœux de Territoire Uni. Nous retrouverons d'ailleurs sur place Alexandre Poussard. Il sera depuis les salons Beaufranc où se tiennent ces vœux. Bonjour Alex, et à votre micro dans quelques instants les premières réactions politiques. Et avec nous en plateau pour analyser ces vœux et parler de ces relations entre exécutifs et élus locaux, 4 invités. Géraldine Chavrier, bonjour. Bonjour. Professeur agrégé de droit public à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes spécialiste des collectivités territoriales et vous allez publier un livre sur la différenciation territoriale entre diversité et égalité. Ce sera paraître à la LGDJ autour des vacances d'été. Eh bien, on suivra tout ça. Aurélien Elias, bonjour, rédacteur en chef du Courrier des maires. On va voir votre une. Aurélien, la une du Courrier des maires consacrée aux universités. Les villes moyennes n'ont pas dit leur dernier mot. Stéphane Vernet, bonjour. Bonjour. Vous dirigez le bureau parisien du journal Ouest France. Et puis Laurence Lemouzy, bonjour. Bonjour. Directrice de la revue Pouvoirs locaux et de l'Institut de la gouvernance territoriale. On va voir également la une de Pouvoirs locaux. C'est la revue de la gouvernance publique. Liberté locale, subsidiarité, réciprocité, une certaine idée de la confiance. On va bien sûr commencer en parlant de ces relations entre les élus locaux et l'exécutif. On va peut-être commencer avec vous, Géraldine Chavrier. Comment aujourd'hui vous pouvez les qualifier, vous, ces relations entre élus locaux et exécutifs ? À mi-chemin. C'est-à-dire qu'on vient de sortir d'une période de très très forte tension, qu'il s'agisse de la conférence nationale territoriale avec la politique de la chaise vide des collectivités territoriales ou des présidents de départements qui ont quitté la salle quand la ministre Jacqueline Gouraud était au congrès de Bourges récent de Territoires Unis. Il y a eu des moments de très forte tension. Il y a encore aujourd'hui beaucoup de tensions sur des compétences actuelles qui posent des problèmes actuellement. Pour les régions, ça va être tout ce qui concerne l'apprentissage. Pour les départements, c'est le financement après la suppression de la taxe d'habitation et puis les mineurs non accompagnés. Pour les collectivités, c'est la fin de la taxe d'habitation. Donc il y a des tensions, mais on est en train de changer. On est sur la voie d'un autre mode relationnel. On sent que le gouvernement a quand même entendu beaucoup des critiques formulées par les collectivités, l'absence de dialogue. Le projet de loi et maintenant la loi engagement et proximité est un signe de l'effort fait par l'État auprès des collectivités et notamment des communes. Et la façon dont on aborde le prochain projet de loi, le fameux 3D, différenciation, déconcentration, décentralisation, qui donne lieu à une concertation décentralisée. La ministre se déplace, on discute, on essaie de remplir ensemble le projet de loi, montre quand même qu'on est dans une phase de réconciliation est un grand mot, mais de meilleure collaboration. On va revenir bien sûr sur tous ces sujets. Stéphane Vernet, est-ce que 2020 s'ouvre sur de meilleurs auspices pour les élus locaux et l'exécutif ? Écoutez, en fait, les relations entre les élus locaux et l'État depuis le début de ce quinquennat, c'est je t'aime moi non plus, c'est très yo-yo. En fait, il y a un côté montagne russe, c'est-à-dire qu'il y a des phases où ça se passe plutôt mieux et des phases où ça se passe plutôt moins bien. Donc effectivement, il y a eu des tensions autour des différents congrès. Vous évoquiez ce qui s'est passé au congrès de l'ADF à Bourges, mais il y a eu aussi au niveau du congrès des maires, au Palais des Expos, porte de Versailles, il y a eu une séquence qui était assez particulière, c'est-à-dire que l'ambiance était très froide. La première fois que le président y était allé en 2017, il avait été sifflé au départ, mais applaudi assez chaleureusement à la fin. Là, c'était assez impressionnant cette année, c'était atone. Et il y a un certain nombre d'enjeux
qui sont quand même des enjeux très forts qui s'ouvrent cette année. Donc vous avez la loi, effectivement, engagement et proximité qui concerne les mairies, enfin les maires et les rapports entre les communes et les intercommunalités qui a été adoptée en fin d'année et qui est quand même un plus pour notamment les petits maires ou les petites communes, entre guillemets, hein, les petites communes, mais qui représentent la majorité de la cohorte des communes dans ce pays. Donc c'est quand même de nature à faire évoluer les choses. Vous avez effectivement la loi dite 3D qui est en cours de démarrage. La première réunion de concertation a eu lieu à Arras la semaine dernière. Et il y a une volonté effectivement de coécrire cette loi avec les élus. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a une vraie volonté de la coécrire, parce qu'il y a encore quelques semaines ou quelques mois, quand on a interrogé Jacqueline Gouraud sur le contenu de cette future loi, c'est quand même très flou, preuve qu'elle n'avait pas tous les éléments en tête, donc elle n'est pas déjà écrite, cette loi. Donc ils veulent vraiment l'écrire ensemble. Après, si vous voulez, il y a un problème qui est toujours le même et qui explique aussi cet aspect montagne russe dans les relations. C'est aussi la difficulté qu'a l'exécutif aujourd'hui à conduire de manière sereine de vraies négociations avec les corps intermédiaires et les partenaires sociaux, quels qu'ils soient. On le voit aussi autour de la réforme des retraites. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire on vous écoute, on vous reçoit, dites-nous ce dont vous avez besoin, on va travailler ensemble, si c'est pour à la fin sortir un projet qui finalement ne tient aucun compte de ce qui a été dit et les attentes des uns et des autres. Et ça, malheureusement, l'exécutif l'a fait plusieurs fois, y compris aux élus locaux, et chat échaudé craint l'eau froide. Et je pense qu'il ne faudrait pas que ça se reproduise une fois de plus, parce que ce serait une fois de trop. Laurence Lemousy. Je suis assez d'accord sur le fait que progressivement le récit de la discorde, le fameux « je t'aime moi non plus », on le gomme, on n'est plus sur des aspects de confiance, parce que l'année 2019, il a fallu se faire confiance, se serrer les coudes. Il n'en demeure pas moins que malgré les annonces, cette volonté de coécrire effectivement un certain nombre de textes, on entend cette musique quand même des collectivités territoriales toujours placées comme prestataires de l'État, prestataires de services. Et je trouve que, alors c'est bien, territoire uni, c'est une union, on l'a souvent souhaité nous-mêmes, mais ils font peu de politique en définitive. Ils vont avancer sur des demandes d'accroissement de compétences ou aller jusqu'au bout de certaines compétences. Mais que disent les territoires unis sur l'état social de notre pays? Quelle prise de parole publique ils ont sur l'état de la France et de ce qu'elle traverse? C'est assez faible. Donc on a quand même une relation qui n'est pas tout à fait encore équilibrée. Mais c'est l'histoire de la décentralisation. Aurélien Elias. Ce qui est certain, c'est que si la co-construction du projet de loi engagement proximité, elle a été reconnue à peu près par tous, les élus locaux, la majorité, le Sénat, le gouvernement. Sauf qu'on a vu aussi à cette occasion que ça s'est terminé par un compromis entre Assemblée et Sénat. Et il y a des choses qui ont été repoussées à plus tard et au projet de loi 3D. Déjà, le Sénat dit l'intercommunalité à la carte. On nous a dit qu'on pourrait l'avoir dans le projet de loi 3D. Ça, le Sénat le veut, l'Assemblée, c'est beaucoup moins sûr. La majorité n'y était pas favorable. Ça fait partie des sujets qui ont été un peu glissés sous le tapis, qui risquent de réapparaître. Oui, tout à fait. Et c'est pas un hasard non plus si, lors de son discours, son allocution à Arras, la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gouraud, a utilisé les grands mots qu'on connaît, décentralisation, différenciation. Il va y avoir peu de personnes contre, mais qu'est-ce qu'on met derrière? Et elle s'est assez peu avancée pour le coup. Et on sait que jusqu'à maintenant, le président de la République a dit oui à la décentralisation, mais on transfère tout, les compétences et les responsabilités. Et les associations d'élus, dont Territoires Unis, craignent que quelque part, elles risquent de gagner quelque chose qui n'est pas forcément certain pour l'avenir, et avec quel financement, ça va être ça la grosse interrogation. Alors on va revenir bien sûr sur tous ces sujets. On va faire un premier détour par les salons Beaufranc où vont avoir lieu ces vœux dans une vingtaine de minutes. Maintenant, on va retrouver Alex Poussard. Alex, à votre micro. Pascal Coste, c'est le président du département de la Corrèze. Oui, Pascal Coste, en tant que président de département, qu'est-ce que vous attendez de cette année 2020 et notamment du projet de loi du gouvernement de décentralisation? Alors tout d'abord, on attend du gouvernement qu'on puisse être un véritable partenaire et qu'ils ne prennent pas les collectivités comme une variable d'ajustement ou ceux à laquelle ils font la leçon en permanence, comme sur le 80 km/h et bien d'autres choses, mais qu'on soit véritablement des partenaires et qu'on ait un vrai dialogue qui puisse s'instaurer, une vraie reconnaissance. Donc ça passe par
notamment pour les départements, l'autonomie fiscale et la capacité d'avoir une liberté de taux, notamment sur les droits de mutation qui sont notre dernier impôt qu'il nous reste. Ça passe aussi par plus de décentralisation et peut-être plus de subsidiarité sur les départements. Donc notamment sur la fiscalité, vous ne voulez pas revenir sur cette fraction de TVA qui va vous être allouée pour remplacer la perte de la taxe foncière ? Je crois que le président de la République a été élu démocratiquement. Il avait ça dans son programme, supprimer la TA. Je pense que ce n'est pas une bonne idée, mais c'est fait. Donc il y a une fraction de la TVA. Je pense qu'il faut surtout veiller à ce que si la TVA, comme en 2008, baissait de manière forte, eh bien, on puisse garder nos ressources pour qu'on puisse continuer à exercer les compétences de proximité. Parce que plus ça va mal, plus on a besoin des départements qui est la collectivité des solidarités, aussi bien sociale que territoriale. Mais voilà, mais par contre, nous avions avant l'autonomie fiscale et la capacité de taux sur le foncier bâti. Aujourd'hui, on nous l'a enlevé. C'est important qu'on puisse nous le remettre, notamment sur les droits de mutation. Dans les transactions immobilières. Sur les transactions immobilières. D'accord. Est-ce que vous croyez à ce nouvel acte de décentralisation ? On sait que le président des départements de France, Dominique Bussereau, lui, n'y croit pas beaucoup. Mais c'est pas qu'on n'y croit pas, c'est que le gouvernement nous a habitués à faire beaucoup de discours, mais dans les faits, à être très jacobins. Donc maintenant, il faut véritablement qu'ils nous donnent des gages. Aujourd'hui, ils nous font de la calinothérapie, notamment sur le social, la collectivité de l'autonomie, ainsi de suite. Mais dans le même temps, malgré les discours du président, celui qui paye commande, eh bien, derrière, on ne va pas jusqu'au bout. Donc la vraie décentralisation, c'est effectivement donner des compétences réelles, mais aussi donner les moyens. Je prends l'exemple sur les collèges. On a eu la décentralisation des personnels des collèges, mais ceux qui les commandent en autorité fonctionnelle, notamment les gestionnaires, sont toujours État. Et donc si on veut aller sur des circuits courts, si on veut aller sur des politiques beaucoup plus intégrées au département, il faut aussi qu'ils nous les transfèrent. Donc il faut aller jusqu'au bout de la décentralisation, notamment sur le médico-social, où il faut une clarification des compétences et mettre notre collectivité départementale comme un pilote et clarifier avec l'ARS, parce qu'aujourd'hui, on est souvent les supplétifs de l'ARS et ça, c'est pas normal. Et puis c'est aussi un projet de loi de différenciation, c'est le deuxième D. Par exemple, vous, sur les limitations de vitesse, vous avez choisi de revenir à 90 km/h sur les routes secondaires. C'est important de donner cette liberté au territoire ? Alors au 1er février, effectivement, on sera sur l'ensemble du réseau à 90 km/h, mais je pense que ce n'est pas le bon sujet de différenciation. Ça devait être un sujet où, si on nous avait invités en amont aux commissions qui ont décidé ou proposé au Premier ministre là, eh bien on aurait discuté et on aurait revisité les zones à 70 et gardé le 90. Non, le droit à la différenciation, c'est de reconnaître que nos territoires, ils n'ont pas forcément les mêmes caractéristiques entre des territoires ruraux, des territoires très urbains, et que à certains endroits, certaines compétences peuvent avoir du sens dans des collectivités rurales et d'autres dans des collectivités métropolitaines. Et donc, c'est cette subsidiarité qui doit primer. Très bien. Merci beaucoup, Pascal Coste, pour votre témoignage avant ces vœux de l'association Territoires Unis. Merci beaucoup Alex, à tout à l'heure pour d'autres réactions. On entendait Pascal Coste, Géraldine Chevrier, présidente de département. Est-ce que finalement les départements, ce sont les grands perdants de ce quinquennat Macron ? Alors, de toute façon, c'était le niveau qui était le plus en danger depuis plusieurs mandats. On envisage la suppression du département depuis plusieurs mandats. Il n'en est plus question actuellement. Il est évident que la loi NOTRe de 2015 a enlevé des compétences au département, mais il est aussi évident que même s'il y a assez peu de choses dans la loi engagement et proximité, il y a quand même des retours de compétences du département. Et surtout, les départements ont réussi à montrer leur utilité en matière de solidarité territoriale et sociale. Alors là où ils sont les perdants, c'est certainement plus, je crois, en termes de survie, c'est qu'effectivement, on leur a enlevé une part de taxes dont ils avaient la maîtrise des taux, alors que c'est le niveau qui est le plus étranglé quasiment financièrement, parce qu'il a en charge des missions qui devraient relever du financement de l'État, du financement de la solidarité nationale. Tout à l'heure, j'évoquais les mineurs isolés. En 2019, c'est 2 milliards d'euros
alors que c'était 50 millions en 2012. Et eh bien, ce sont les départements qui sont en première ligne et qui doivent faire face à cet accueil, à cette identification des mineurs isolés. Enlever une taxe dont on a la maîtrise des taux pour tout niveau de collectivité territoriale, c'est une catastrophe parce que le département est en grosse difficulté en raison des compétences sociales qu'on lui attribue, qui sont lourdes et qui sont mal compensées. Mais tout niveau de collectivité territoriale aujourd'hui se retrouve dans la situation d'imprévisibilité totale. Au moins, quand vous maîtrisez vos taux, vous savez que vous pouvez augmenter l'année prochaine en fonction de projets. Aujourd'hui, aucun niveau de collectivité n'y parvient. Et c'est pour ça qu'on entend d'ailleurs ces associations d'élus mettre en garde sur finalement leur autonomie financière qu'elles sont en train de perdre. Elles ont raison de dire ça ? Oui, elles ont raison, parce que c'est vrai qu'elles se sont étranglées, les marges de manœuvre sont réduites, et elles voient bien qu'elles sont face à une demande sociale de plus en plus grande. C'est très vrai pour les départements, mais ça l'est pour les autres. Elles ont un besoin de respirer, ce qui nous emmène vers la différenciation, de moduler, de s'organiser différemment, et ça c'est une attente très forte, c'est l'idée, mais qui est explorée depuis une dizaine d'années, qui a doucement fait son chemin dans les esprits. On ne peut pas administrer le même médicament à des territoires qui ne souffrent pas des mêmes maladies, qui n'ont pas les mêmes besoins. Alors après, la question dans ce contexte-là de savoir qui va faire quoi, clarifier, il y a ce joli mot de subsidiarité qui arrive. Je crois chez les Romains, l'armée romaine, les subsidiaries, c'était les troupes de réserve qui n'arrivaient sur le terrain que s'il y avait défaillance. Or là, il faut que Territoire Uni, justement, porte bien son nom et se dise qui va être défaillant et s'harmonise entre eux. Il y a une gouvernance horizontale sur laquelle beaucoup tâtonnent, parce que c'est des enjeux de pouvoir, mais il faut d'abord se mettre d'accord pour être un interlocuteur crédible, je pense, vis-à-vis du gouvernement. Donc ce territoire uni, à mon avis, c'est le vœu pour 2020 qu'il faut leur faire, unir. Et est-ce que cette union, elle peut durer, Stéphane Vernet ? C'est vrai que la réforme de la fiscalité locale, on se disait qu'elle allait peut-être mettre à mal cette union, puisque effectivement, cette réforme, elle prend des finances au département pour les donner aux communes, pour compenser cette suppression de la taxe d'habitation. Et pourtant, eh bien, ils sont encore tous les trois côte à côte. Est-ce que le gouvernement a échoué là-dessus ? Cette union, elle tient ? Non, alors je pense que l'union tient, elle va perdurer. Alors je vous rappelle que quand elle a été créée, donc l'appel de Marseille en 2018, a surpris tout le monde, parce que c'est le fait que vous ayez les trois grandes associations d'élus, les régions, les départements et les communes, qui ont historiquement et naturellement des intérêts qui sont pas les mêmes et qui peuvent parfois être contradictoires. Ça a été une surprise pour tout le monde. Personne ne pensait que c'était possible. Et eux ont dit c'est un tour de force. C'est-à-dire que le gouvernement a réussi, par ses maladresses, à générer une union que personne ne pensait possible. Il y a un côté mariage de la carpe et du lapin. Et pourtant, ça tient. Et je pense que ça va continuer à tenir, parce que finalement, je pense qu'aussi ces trois présidents, enfin les trois associations, se sont rendus compte qu'en s'unissant et en parlant d'une seule voix, indépendamment de toute considération politique, ils pouvaient porter beaucoup plus et faire avancer les choses, ou en tout cas faire entendre leur voix de manière très nouvelle et beaucoup plus forte que par le passé. Après, peut-être, si vous me permettez de revenir sur la question que vous posiez tout à l'heure, effectivement, les départements, aujourd'hui, sont dans la position du maillon faible, parce qu'effectivement, avec la redestination, la recomposition la redistribution des compétences successives qui a eu lieu, finalement, c'est l'échelon qui est le plus fragilisé. Souvenez-vous qu'à un moment, sur le reste à charge, il y a eu toute une demande qui était très forte, qui consistait à dire l'État ne nous compense pas nos dépenses sociales. C'est vrai, c'est un vrai problème. Donc on paye de notre poche, on est étranglé, il y avait des départements qui étaient en situation de défaut, et pendant longtemps, la demande, c'était reprenez, il faut que l'État reprenne ses dépenses à sa charge pour soulager les départements. Ça n'est plus demandé du tout depuis quelques années. Pourquoi ? Parce que les départements ont bien compris que si on leur enlève aussi la gestion de ces budgets, qu'est-ce qui leur restera ? Et à un moment donné, la question de leur survie peut se poser. Or, aujourd'hui, donc, ils gardent ces dépenses à leur charge. Ils se plaignent en fait du fait que, effectivement, leur situation financière est difficile, et notamment du taux de contractualisation qui est imposé à tous les départements, quelle que soit leur taille, leur nature, leur spécificité. C'est 1,2. Et ils ne doivent pas dépasser, ils ne doivent pas laisser... C'est la limitation de leur dépenses de fonctionnement. Et ils trouvent que 1,2, c'est pas assez, et que c'est pas assez pour remplir leur mission, et ça fait partie des choses qu'ils vont aussi essayer de discuter. Ils demandent effectivement à pouvoir créer un taux, ce qui a été expliqué par le président du conseil départemental de Corrèze à l'instant, de pouvoir bénéficier d'un taux
Sur les droits de mutation, Édouard Philippe avait laissé entendre que ça pouvait être 0,2. Donc eux, ça leur permettrait d'avoir la main. Et puis il y a autre chose dans les négociations ou les discussions qui seront en cours cette année, c'est que vous avez le revenu universel d'activité qui est en cours d'élaboration. Si le revenu universel d'activité permet la refondation d'un certain nombre de prestations qui sont en partie délivrées par les départements, ça va aussi reposer la question de leur utilité, leur intervention dans la gestion de ces prestations. Et une des pistes possibles, mais qui restera à étudier, c'est que l'État en fait reprenne le financement de toutes ces prestations à travers le RUA, mais que leur gestion au niveau local reste dévolue aux départements, ce qui leur permettrait de garder et leur raison d'être et leurs effectifs en la matière. Allez, on va refaire un tour par les salons Beaufranc où vont avoir lieu ces vœux. On va retrouver Alex Poussard, cette fois avec Jean-Marie Bockel, sénateur du Haut-Rhin, président de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation. Et oui, Jean-Marie Bockel, il y a une véritable union entre le Sénat et ses associations de collectivités territoriales. C'est important pour peser sur les réformes du gouvernement ? Déjà, c'est important pour faire des propositions pragmatiques en phase avec la réalité du terrain et les attentes des collectivités territoriales. Au niveau de la délégation aux collectivités locales que je préside au Sénat, tous nos travaux, notamment sur le statut, se sont faits d'abord en écoute et en lien avec les élus à la base et avec leurs associations. Et donc aujourd'hui, que les associations se positionnent en force de proposition sur la perspective de la loi 3D, de la nouvelle étape de la décentralisation, à un moment on voit bien que tout est encore très largement ouvert. Ça ne me paraît pas du tout contradictoire avec évidemment l'esprit de dialogue constructif dans lequel nous sommes. Nous pouvons mener, je dirais, les deux démarches de pair, elles se nourriront l'une l'autre. Ça me paraît très bien la démarche d'aujourd'hui. Alors, esprit de dialogue, mais le Sénat et Territoires Unis vont quand même écrire leur propre version de ce projet de loi de décentralisation. Ça veut dire qu'il y a peut-être un problème avec l'exécutif. Si vous voulez, à partir du moment où nous ne sommes pas confrontés à un projet abouti, et les premiers éléments de concertation nous montrent qu'on nous parle d'une méthode, on nous parle de quelques grandes directions, déconcentration, subsidiarité. Ce sont des questions évidemment avec lesquelles on ne peut être qu'en phase, mais il faut donner du contenu à cela. Et je crois d'ailleurs que le président du Sénat, en parallèle à Territoires Unis, s'engagera dans une démarche très large, transpolitique au sein du Sénat, pour que la réflexion en termes de propositions soit totalement ouverte. Ça me paraît de bonne méthode et tant la commission des lois que la délégation seront naturellement au cœur de cette démarche. On a la chance, comme Sénat de la République, d'avoir en quelque sorte non pas une feuille blanche, mais une feuille sur laquelle nous pouvons dire ce que nous attendons. Et je pense qu'il n'y aura pas un choc à l'arrivée entre deux projets, mais un dialogue permanent, des allers-retours. Et somme toute, je crois que c'est de bonnes méthodes, parce qu'on a quand même par le passé, toute majorité confondue, eu des déceptions sur des textes qui sont arrivés clés en main, sur lesquels, je pense à la loi NOTE, MAPTAM, etc. Et aujourd'hui, on en est à revoir les irritants, on en est, enfin vous avez vu la difficulté qu'on a eue dans le texte d'engagement et proximité à trouver le bon terrain d'entente. Mais enfin, on y est parvenu, et on y parvient d'autant mieux qu'on est nous-mêmes porteurs d'une réflexion sur des sujets vraiment extrêmement concrets, le rôle de l'État en territoire. On a beaucoup travaillé là-dessus, il y a des attentes, il y a à la fois trop de lourdeur, trop de normes et pas assez d'État, là où les territoires en ont besoin. Donc là, il faut que l'État se positionne, mais c'est vrai aussi sur l'autonomie des collectivités territoriales. Qui fait quoi? Avec quels moyens? Il y a un vaste champ. Moi, je trouve que c'est une démarche très positive, je l'aperçois comme telle, et pas du tout comme une démarche d'opposition fermée. D'accord, pas d'affrontement, donc vous êtes plutôt optimiste, ça va être... Alors ça, c'est une autre question. Je suis évidemment dans l'optimisme de l'action, nous allons nous engager. Après, je pense que c'est l'intérêt de tous et que c'est l'intérêt du gouvernement, par-delà l'épisode des élections municipales qui arrive maintenant très vite, de poursuivre, comme on l'a vu au Congrès des maires, cette main tendue et cette écoute au territoire qui n'était pas toujours évidente au début du quinquennat. Donc je pense qu'il y a un intérêt partagé à ce que ça se passe bien. Donc pour vous, et puis le président Larcher a la capacité également à la fois de porter la réflexion du Sénat et d'être une force de discussion. Donc il y a quand même un intérêt électorale à cette politique du gouvernement en faveur des collectivités avec les échéances à venir, les municipales, les départementales à venir. Mais, vous savez,
les élections, c'est la démocratie. Tout le monde a un intérêt électoral, en ce sens que tout le monde a intérêt à ce que les échéances électorales, municipales, départementales, régionales, se passent sur des vraies questions et non pas sur le terrain sur lequel les populistes aimeraient nous mettre. Donc c'est un intérêt partagé, l'intérêt électoral. Très bien. Merci beaucoup Jean-Marie Bockel pour votre analyse à quelques minutes du début de cette cérémonie des vœux de Territoires Unis. Merci beaucoup Alex, des vœux effectivement attendus aux alentours de 11h30. Aurélien Elias, on entendait Jean-Marie Bockel à l'instant parler des municipales. On est à 2 mois maintenant du premier tour de ces élections. Est-ce que du coup les élus locaux et particulièrement les maires sont en position de force vis-à-vis de l'exécutif ? Disons que pour le coup, il y a on a vu ces territoires unis face au gouvernement, c'est aussi nourri par ce contexte politique, des élections, tout le monde y a des intérêts. On a vu la séquence sur la circulaire du ministre de l'Intérieur qui n'a pas du tout plu au Sénat et à la majorité LR puisqu'elle tendrait à gommer des résultats qui seraient favorables à la droite. Elle vise à gommer les étiquettes politiques dans les communes de moins de 9000 habitants. Exactement. Et donc, à l'approche de chaque élection, on a souvent ce type de débat. Et pour le coup, c'est vrai que les élections municipales vont peser pour beaucoup dans le rapport de force qui va s'instaurer entre Territoires Unis, qui est quand même marqué politiquement, rappelons-le quand même. On a quand même trois présidents qui sont soit LR, soit à minima de droite. Et aujourd'hui, on le voit que depuis plusieurs mois, le gouvernement privilégie des relations, non pas avec ses associations d'élus, mais avec les associations d'élus catégorielles, les petites villes, les villes moyennes. On a même vu un moment le gouvernement, ce qui n'était pas gagné, se rapprocher des maires ruraux en pleine crise des Gilets jaunes. Donc pour le coup, le meilleur moyen pour Territoires Unis de peser, ça va être aussi que la majorité au sein de l'AMF montre qu'elle est toujours présente et bien présente depuis la vague bleue de 2014. Géraldine Chevrier, vous n'avez pas l'air d'accord sur le fait qu'il y a une politisation de ces associations d'élus ? On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de politisation parce qu'on a des grands élus et qu'ils ont une étiquette politique et qu'ils ont forcément aussi des ambitions, qu'elles soient politiques ou personnelles. Simplement, Territoires Unis, il ne faut pas trop le regarder ainsi. Si vous prenez Dominique Bussereau, il n'a pas de raison d'être contre ce gouvernement. Il aurait même pu y entrer. Donc, c'est pas la question. Je crois que vraiment Territoires Unis, c'est la conséquence d'une évolution depuis 2010 où tout a été fait pour mettre en concurrence les collectivités, les communes avec les intercos, les départements avec les régions. Et à un moment donné, face à cet univers extrêmement anxiogène, soit ils continuaient à être les uns contre les autres, soit ils acceptaient d'être les uns avec les autres. Et il faut bien voir aussi qu'on est arrivé en 2020, aujourd'hui, à une décentralisation qui a un poids dans la vie des Français énorme, qui a un poids économique réel, avec beaucoup de personnel et de compétences. Et ils n'ont pas intérêt à faire échouer n'importe quel gouvernement. Donc, je ne crois pas qu'ils soient dans un positionnement politique, même si nécessairement d'un côté comme de l'autre, il y a toujours un positionnement politique. Mais ce n'est pas le moteur de Territoires Unis. Vous êtes d'accord, Stéphane Vernet ? Est-ce que finalement, ils n'ont pas la capacité à être les premiers opposants à cette politique du gouvernement ? Non, alors il y a plusieurs choses. D'abord, oui, il y a une dimension politique, parce qu'effectivement, ces trois ténors de la droite, anciens ministres, etc. Et donc, forcément, il y a un aspect politique. Mais quand vous regardez les membres de ces différentes associations, les maires, les présidentes, il y a toutes les étiquettes représentées. Et en fait, la grogne, l'insatisfaction ou les récriminations, elles sont transpartisanes. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur le terrain d'une politique politicienne. Après, vous posiez la question tout à l'heure de savoir si les maires étaient en position de force vis-à-vis de l'exécutif grâce aux élections. Alors les élections qui s'approchent, elles vont forcément renforcer la dimension politique ou politicienne des débats, etc. Et il n'y a pas que les municipales, parce que je vous rappelle qu'après les municipales, il y a les sénatoriales, et que l'année prochaine, il y aura surtout les départementales et les régionales. Tout le monde est concerné, et on est rentré en réalité, dans cette deuxième partie du quinquennat, dans une phase de campagne électorale permanente. Là, on ne va plus faire que de la politique sans arrêt, on va parler politique sans arrêt, et tout est politique. Mais moi, je ne pense pas qu'on puisse dire que les maires sont en position de force vis-à-vis de l'exécutif ou vis-à-vis du gouvernement. Je pense que c'est l'inverse. Je pense que c'est la majorité présidentielle qui est en réalité en position de faiblesse vis-à-vis des maires et des élus locaux en général. Pourquoi ? Simplement parce que je vous rappelle que En Marche est un parti tout neuf,
qui n'existe quasiment pas. Stanislas Guérini, le délégué général d'En Marche, estime qu'il y a 2000 maires en France qui sont La République En Marche. 2000 maires, c'est peanuts, c'est rien du tout. 2000 sur 4500, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'élus. Et leur problématique, avec cette séquence électorale qui s'ouvre, si le gouvernement veut progresser ou s'imposer, etc., ou En Marche veut s'ancrer dans les territoires, comme il dit, il va falloir qu'il gagne différentes élections. Et là, c'est très mal parti. Le contexte est tel que c'est pas du tout sûr qu'ils arrivent à leur fin. Or, c'est vraiment un point clé. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas représentés dans les territoires, ils n'ont pas suffisamment d'élus. On va poursuivre ce débat, Laurence Lemoudi. On va faire un dernier détour avant le début de ses vœux par ce salon Beaufranc, puisque Alex Poussard est en compagnie d'une sénatrice, les Républicains de l'Essonne, c'est Laure Darcos. Et oui, Laure Darcos, cette politique favorable du gouvernement en faveur des communes, des collectivités, il y a un intérêt électoral derrière. Oui, bien sûr. Il y a 2 ans, je me rappelle, le président de la République ne parlait pas véritablement des collectivités ou des maires, en disant que c'était plutôt en fait l'ancien monde. Et on a tous été très meurtris parce qu'il s'est dit, vous savez, quand on débalance ton maire au moment de la fin de la taxe d'habitation. Et c'est vrai que ça a été ses premiers mots dans ses vœux du 31 décembre. Donc mieux vaut tard que jamais, j'apprécie ça, et bien évidemment les maires aussi. Mais bien évidemment, on ne se leurre pas. Derrière, il y a une volonté électorale aussi que des marcheurs puissent s'introduire dans des listes ou de maires sortants ou de listes de droite ou du centre, ou voire même d'essayer de monter leur propre liste. Ils ne sont pas encore très bien implantés, donc c'est compliqué pour eux de monter leur propre liste, en tout cas, je peux vous dire. Et vous, concrètement, sur le terrain, vous ressentez une politique vraiment en faveur des collectivités ? Non. Pas du tout. Et la conférence de ce matin, la cérémonie des vœux, est très symbolique pour moi parce que je peux vous dire que je fais ma tournée des vœux depuis maintenant une dizaine de jours. Et à chaque fois, les maires remercie beaucoup plus les collectivités, que ce soit la région, le département, les agglos, pour pouvoir les avoir aidés à réaliser leur école, leurs problèmes de circulation ou de route ou autre, que l'État. Et beaucoup malheureusement jettent l'éponge. Moi je le vois tous les jours et il y a beaucoup de découragement de nos élus locaux et pour les prochaines municipales, ça serait un enjeu important. Ils ont déjà en tête que malheureusement il faudra faire autrement qu'avec l'argent et les dotations de l'État. D'accord, donc il y a quand même un blues des maires qui reste réel. Pardon ? Il y a quand même un blues des maires qui reste réel. Ah, mais très important et bon, on essaie de leur remonter le moral, mais non, ils sont en effet plutôt, on va dire, défaitistes en tout cas par rapport à l'État. Et heureusement, je pense que ça reste quand même pour l'ensemble des habitants la personne en qui ils peuvent avoir confiance, le politique qui est le plus en proximité avec eux. Donc je pense que d'ailleurs les choses ne changeront pas relativement de manière importante par rapport à 2014. En tout cas, le paysage, à part peut-être de quelques grandes villes, mais honnêtement, chez moi en Essonne, ça ne changera pas forcément énormément en termes de maires. Un mot sur les élections municipales. Le ministère de l'Intérieur prévoit une circulaire pour effacer les étiquettes politiques des candidats dans les communes de moins de 9000 habitants. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet ? Alors, de toute façon, c'est déjà un peu le cas puisque beaucoup de maires se basent sur leur bilan, ou même des candidats qui se présenteraient pour la première fois, se basent sur leur personnalité plutôt que sur une étiquette politique. Maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que derrière ça, il y a quand même une sorte de machiavélisme un peu politique, qui est d'avoir compris que peu de marcheurs pourront monter leur propre liste. Et d'une certaine manière, c'est pouvoir effacer l'étiquette notamment des Républicains ou de l'UDI ou d'autres partis plus traditionnels à l'arrivée en fait au soir du deuxième tour des élections municipales, où du coup on ne pourra plus dire que telle ou telle ville est restée à droite ou ailleurs. Donc je trouve que c'est un peu de cynisme, on en est bien conscient. Ne vous inquiétez pas, nous-mêmes nous ferons nos calculs et nous verrons quelles sont en fait les communes qui ont notre idéologie qui resteront au final. C'est la seule chose que je reproche à En Marche. Je pense que pour l'instant, ils n'ont pas réussi à trouver une idéologie commune entre les gens qui viennent du Parti socialiste et ceux qui viennent du centre droit. Et donc, nous sommes fiers d'une certaine manière d'avoir des valeurs communes. Et ça se ressent quand même dans les bilans des maires ou dans les programmes qui vont mettre en place en fait, pour les élections municipales. Très bien. Merci beaucoup, Laure Darcos, pour votre réaction. Alors que le salon Beaufranc du Sénat se remplit et la cérémonie va commencer dans quelques instants. Oui, on le voit sur ces images, notamment Éric Woerth, le président de la commission des finances,
finances de l'Assemblée nationale qui est présent. Effectivement, les invités qui commencent à arriver. La cérémonie de vœux qui devrait débuter dans quelques minutes. Laurence Lemouzy, on parlait de ces municipales qui, on le voit évidemment, occupent les conversations. Est-ce que pour vous, les maires sont en position de force ou, comme le disait Stéphane, c'est l'exécutif qui est en position de faiblesse ? Je vais dire en même temps les deux. En même temps, alors, je crois que les collectivités, les maires, mais les élus locaux sont en position de force et donc le gouvernement est en position de faiblesse parce que progressivement ces dernières années, et Territoires Unis l'explique, il y a un fait qu'on ne peut pas passer sous silence, c'est que la puissance publique, elle est désormais dans les territoires. C'est-à-dire les leviers, la construction de nos services publics, la façon dont ils sont arbitrés, dont ils sont conçus, projetés, le dessin des villes de demain, des relations entre métropole et périphérie, elle est à la main des élus locaux. Moi, je me demande aujourd'hui, en se présentant à la présidentielle, quels sont les leviers que l'on a en définitive sur cette fameuse vie quotidienne. Là où je pense que les élus locaux doivent faire attention, c'est que je trouve que l'approche, cette volonté de co-construire ce futur acte de décentralisation, déconcentration, différenciation, il est abordé de façon très pragmatique, très construction des politiques publiques, allant jusqu'au bout. Mais les élus locaux doivent aussi donner une vision de ce que doit être l'organisation territoriale. Alors c'est vrai que nous, à l'Institut, on a plutôt une vision qui devrait aller, mais on tape fort parce qu'on sait qu'il faut beaucoup d'années en France pour aller vers là, mais d'une sorte de fédéralisme à la française. Alors je sais que ça fait peur, mais c'est le pouvoir réglementaire des collectivités territoriales. Pourquoi on ne l'aborde pas franchement en se disant, dans 10, 15 ans, qu'est-ce qu'il peut redessiner à notre organisation territoriale? Il y a un temps très long, mais on est entré, il y a eu un changement de mots, un changement de sémantique qui entraîne les esprits à penser différemment. Moi, je me souviens, il y a une de la revue Pouvoirs locaux qui avait été faite il y a une dizaine d'années sur et si on donnait un pouvoir normatif aux régions. En définitive, on m'a dit, oh là là, tu as osé, mais ça n'a pas fait tant de bruit que ça. Donc, on avance sur peut-être une décentralisation plus politique. Elle ne l'a jamais été vraiment. Elle a surtout été un mouvement très administratif. Les débats de 2003, la réforme constitutionnelle, la France a une organisation décentralisée, mais la République n'est pas décentralisée. Or, je le répète, la puissance publique est dans les territoires. Et je pense même que la solidité de la République est dans les territoires. Une République qui retrouve toute sa vigueur, notamment par rapport à la lutte contre les communautarismes, elle se fait dans les territoires. Donc faiblesse du gouvernement par rapport à tous ces leviers. Et je crois que le discours, le récit de la décentralisation peut enfin être émis et écrit, non plus par l'État pour les collectivités, mais depuis les élus locaux. En tout cas, qu'il y a une fenêtre de tir là. Je regarde Géraldine parce qu'il y a... Oui, mais c'est ce que demande l'ensemble des associations d'élus, une décentralisation, un nouveau souffle de décentralisation, un véritable acte. Est-ce que finalement les collectivités y sont prêtes, mais c'est l'État qui n'est pas prêt à lâcher du lest ? L'État n'y a jamais été, n'a jamais été prêt dans sa relation avec les collectivités territoriales, parce que ce qui vient d'être dit n'est pas formalisé, n'est pas compris réellement. C'est évident que maintenant, la puissance publique, elle se situe essentiellement au niveau local. Alors, ça dépend de quelle puissance publique on parle. Il est évident qu'il y a la justice, il y a beaucoup de choses, la police qui reste aux mains de l'État. Mais c'est d'ailleurs ce que disent les associations, que l'État doit garder le régalien et qu'elles doivent avoir plus de pouvoir sur le reste. Exactement. Mais il se passe vraiment quelque chose. Vous abordiez tout à l'heure, Laurence, la question du pouvoir normatif. Moi, en 2010, quand j'avais sorti un ouvrage sur le pouvoir normatif local, enjeux et débats, c'était le gros mot le plus absolu. Il n'était juste pas envisageable ni de parler de plus d'expérimentation, plus de différenciation, ni tout simplement d'un pouvoir réglementaire local. Aujourd'hui, l'État lui-même, dans les discussions qu'on peut avoir avec les ministres, réfléchit à la façon dont on peut y parvenir. Il y a une grande angoisse française qui est la fin de l'égalité, parce qu'on n'arrive pas à comprendre que c'est le contraire, que c'est en rétablissant l'équilibre entre les collectivités qui sont plus ou moins bien dotées grâce à ce pouvoir réglementaire local qu'on va réussir à quelque chose. Mais je crois qu'elles sont prêtes, les collectivités, et que l'État commence à l'être. Parce que moi, ce que je vois arriver avec le projet de loi 3D, c'est ce qu'on a espéré faire et qu'on n'a pas fait en 2003. C'était les assises des libertés locales. On avait dit fin de la décentralisation octroyée, début de la décentralisation concertée. Et les assises des libertés locales avaient eu lieu et elles ressemblent à ce qui est fait. Mais le texte était déjà fait. Et là, moi, quand j'entends parfois certains me dire le texte c'est vide, tant mieux, parce que ça veut vraiment dire que l'État est quand même un petit peu prêt là à dialoguer et à remplir avec les collectivités. Donc il y aura toujours un rapport de force entre l'État et les collectivités, parce que sinon l'État meurt, parce qu'il sera avalé par la puissance locale. Mais je pense qu'il commence à être plus raisonnable ou plus raisonné.
Vous êtes d'accord, Stéphane? Ça y est, l'État est prêt à ce nouvel acte de décentralisation? Oui et non. En fait, non, mais c'est très intéressant. Non, mais ce qui est, encore une fois, et moi, ce que j'observe par rapport à la montée en puissance des collectivités sur le fait qu'elles ont les leviers, elles incarnent la puissance publique, je retourne les choses. C'est-à-dire que c'est aussi parce que l'État a procédé à toutes sortes de mesures d'économie, la fameuse RGPP, que vous avez en fait un État qui est devenu très affaibli dans les territoires. En fait, aujourd'hui, l'État français, c'est un tout petit corps avec une grosse tête. Tout est à Paris. Dans les territoires, il n'y a plus rien. Et en fait, autrefois, les préfets, les sous-préfets qui étaient là pour co-construire au niveau local avec les élus ne le font plus. Aujourd'hui, vous avez un rapport entre les élus et les représentants de l'État qui s'est très fortement dégradé parce que vous avez des maires qui ont l'impression qu'en fait, le préfet n'est plus que là pour faire du contrôle de travaux finis, leur dire non, vous n'avez pas le droit de faire ça, détricoter des choses et les empêcher d'agir. Alors oui, il se passe quelque chose, il y a une volonté peut-être d'avancer, notamment autour de la différenciation. Le problème, c'est que vous avez des élus qui sont moteurs, volontaires, qui ont des projets, qui ont envie, et d'autres que ça angoisse complètement, qui disent mais moi vous me demandez de faire un projet. Et vous dites, je vais vous aider si vous avez un projet. Mais moi, je n'ai pas de projet, je ne sais pas faire. Et donc, vous avez toute une partie des élus, en fait, qui sont paniqués et qui renvoient, qui en deviennent, je dirais, agressifs en disant, mais c'est à vous de me dire ce que je dois faire et c'est pas à moi d'inventer un projet. Et donc, il y a un décalage. Donc, cette partie du problème est traitée notamment par la création de l'Agence nationale de la cohésion des territoires qui dit, on va faire de l'ingénierie, on va mettre des gens à votre disposition, notamment, encore une fois, pour les petites communes qui n'ont pas de service, qui ne savent pas faire, qui ne peuvent pas faire. Et donc, il y a des réglages à trouver. Donc, effectivement, on est à la bascule de quelque chose, mais c'est compliqué. Et ça va se faire dans la dentelle. Et puis, une dernière chose, quand je dis oui et non, c'est-à-dire que vous parlez du fédéralisme. Effectivement, peut-être qu'on est au début de quelque chose en la matière. Mais regardez, les élus eux-mêmes ne sont pas prêts au fédéralisme. Et moi, j'en veux pour preuve quelque chose de très simple. C'est François Baroin lui-même qui fait du mot fédéralisme une menace. C'est-à-dire, il dit, si vous ne nous entendez pas sur l'autonomie fiscale des collectivités, si vous continuez à nous étrangler, etc., eh bien, nous allons changer la nature de nos revendications et nous demanderons le fédéralisme. Et donc, il le pose comme une menace. C'est-à-dire que je pense que culturellement, même les élus ne sont pas prêts à ça. On va parler de François Baroin. Regardez, il arrive dans les salons Beaufranc. François Baroin, président de l'Association des maires de France, accompagné de Dominique Bussereau, qui représente les départements, Renaud Muselier, qui représente les régions, et du président du Sénat, Gérard Larcher. Les vœux qui devraient commencer dans quelques minutes. Aurélien Elias, on entendait Stéphane à l'instant. Est-ce qu'il y a unanimité des associations d'élus pour demander plus de décentralisation, mais pas forcément unanimité des élus ? Alors, il y a trois choses. Il y a d'abord le fait que Territoires Unis, va falloir qu'ils se mettent d'accord en interne parce qu'ils réclament tous de la subsidiarité, de la décentralisation. Il y a de l'appétence pour la différenciation. Mais la différenciation, ça suggère aussi de se mettre d'accord entre niveau de collectivité. Est-ce que telle ou telle compétence, elle revient à l'un des niveaux? Est-ce qu'on est d'accord et comment pour l'organiser à plusieurs, avoir une autorité sur cette compétence à plusieurs niveaux. Et puis moi, je rebondis sur ce que vous disiez sur l'État qui a une grande tête ou un tout petit corps. C'est toute la crainte qu'ont les élus sur ce 3e D du projet de loi 3D, la déconcentration. Si c'est une déconcentration qui consiste à faire que quand le maire demande quelque chose au préfet, un conseil, un financement, cela ne remonte plus forcément à Paris et cela ne prenne plus des mois, très bien, il est preneur. Mais on voit déjà plusieurs élus et des associations craindre que cette déconcentration, ce soit un retour déguisé de l'État d'une manière de contrôler ce que font les élus et les collectivités dans leur territoire. Ces élus, ils en ont déjà soupé des fameux appels à projets, qui finalement ne fait que favoriser les plus grandes métropoles qui ont de l'ingénierie et des moyens. Si la déconcentration qui arrive et qu'ils craignent est celle d'un nouveau contrôle de leur action, forcément ça va contrebalancer toute décentralisation supplémentaire qu'ils obtiendraient. Laurence Lemousy, il y a quand même un risque? Sans doute. Moi, je souhaitais revenir sur il y a des élus sur l'idée qu'il y a des élus qui s'affranchissent et d'autres un petit peu moins. Je crois qu'en fait, on a souvent utilisé cette métaphore du rapport un peu des collectivités territoriales à l'État, qui est un rapport d'adolescent à ses parents, en fait. Hein. Et là, il y a des collectivités, effectivement, des élus qui s'affranchissent. Ils ont gagné en maturité, 2020, 20 ans, on peut faire un jeu de mots. Ça y est, on peut y aller nous-mêmes, mais il y en a d'autres qui, effectivement, se sont assez
très démunis et n'ont pas forcément les manettes de se dire mais en projet, moi je suis désarmé. Donc il y a deux vitesses là qui se mettent. On va y revenir, hein, bien sûr, les vœux qui vont débuter dans quelques secondes. Vous le voyez au pupitre, Gérard Larcher, le président du Sénat, puisque c'est au Sénat qu'ont donc lieu ces vœux. Gérard Larcher qui est très présent hein, autour de cette association Territoires Unis, hein, qui est là à chaque congrès d'association. On va donc l'écouter avant d'écouter les trois présidents d'associations. On se retrouve juste après. Économique, social et environnemental que j'ai salué, Monsieur le Président de l'Association des maires de France et président d'intercommunalité, cher François Baroin, Monsieur le Président de l'Assemblée des départements de France, cher Dominique Bussereau, Monsieur le Président des régions de France, Renaud Muselier, je salue Hervé, avec qui, en quelque sorte, on a porté sur les fonds baptismaux Territoires Unis, mes chers collègues maires, présidents de conseils départementaux, présidents de régions, chers collègues présidents de groupes et de commissions au Sénat, que je vois ici, et des sénateurs très nombreux, que je vois un peu partout, ici, à lundi, Monsieur le Président Caner, ben oui, regardez le binôme à côté de Bruno Retailleau. Mesdames, Messieurs, d'abord, je suis très heureux, je ne sais pas qui m'a mis ça, mais c'est foutu pour lui, pour son enregistrement. Monsieur le Président, je suis heureux de vous accueillir ici au Sénat pour les seconds vœux de Territoires Unis, régions, départements et communes engagés ensemble. Ça fait maintenant plus de 15 mois dans une démarche constructive et déterminée. Que ces trois niveaux de collectivité territoriale et le Sénat soient mutuellement hôtes, puisque je rappelle qu'en français le mot hôte, c'est celui qui reçoit et celui qui est reçu, c'est déjà un signe fusionnel, mais c'est tout simplement l'application de notre Constitution. En ce début d'année, marqué par la persistance de désordres d'une durée encore jamais connue, nous ne pouvons que réitérer les constats que nous formulions il y a un an. La crise des ronds-points de l'automne 2018 était la manifestation d'une crise plus durable et plus profonde que certains n'imaginaient. Les tensions sociales que nous vivons en ce moment vont en effet au-delà des oppositions, d'ailleurs assez classiques, à toute réforme des retraites. Elles sont aussi une nouvelle traduction dans la rue d'une partie des nombreuses fractures qui morcellent et fragilisent notre pays. Si ces fractures sont tellement ressenties, c'est aussi parce que les structures publiques de proximité, l'État au plan local, mais aussi et surtout les communes, leurs groupements et l'ensemble des collectivités territoriales me paraissent avoir été durablement affaiblis. Depuis des années, l'État impose un encadrement réglementaire et financier, et plus encore, à une attitude telle que la marge d'initiative des collectivités a été amoindrie. Le constat, c'est tout simplement un mouvement de recentralisation qui n'est pas que dans les discours, qui est une réalité ressentie jour après jour. Les vœux que je formule aujourd'hui découlent de ce double constat. Je souhaite d'abord, comme chacun d'entre vous, que nous puissions refaire nation. Et je suis convaincu que nos collectivités territoriales sont les mieux à même à y contribuer. Les spécificités de nos territoires, c'est ce qui fait l'identité de la France, c'est pas de moi, c'est de Braudel, vous le savez bien. La décentralisation a contribué à dessiner le nouveau visage d'une nation française plus ouverte, plus moderne, mieux adaptée à l'évolution d'un contexte économique et social en mutation, mieux préparée à s'insérer dans une Union européenne en devenir et en même temps plus proche des citoyens. J'insiste sur cette proximité avec les citoyens. C'est sans doute ce qui me marque le plus de ces 74 départements que j'ai visités, c'est le besoin de proximité. Proximité, je le dis devant François, qui trouvent d'abord dans leur territoire où ils font communauté au singulier, c'est-à-dire la commune. Donner davantage de liberté à nos collectivités territoriales,
c'est restaurer l'identité de la France, c'est faire en sorte que la nation continue à être un héritage en partage qui nous appartient de faire vivre et de transmettre. Le renforcement des libertés locales est donc une impérieuse nécessité. C'est au sein de ces petites patries que constituent les collectivités que la démocratie s'exerce le plus naturellement. La démocratie est née en même temps que les libertés locales qui s'attachèrent à chaque cité. On est au siècle de Périclès. Elle s'est développée dans toute l'Europe avec l'essor des villes à la Renaissance. La Troisième République s'est enracinée en même temps qu'elle a institué le fonctionnement moderne de nos communes, de leurs syndicats, des départements. Les conseils qui furent élus dans les communes et les conseils généraux ont contribué, réfléchissons-y, à un appel plus d'une génération à faire partager et aimer l'idéal républicain sur tout le territoire. Je suis convaincu que notre République, qui doit se refonder, doit le faire sur les bases de la démocratie locale et territoriale. Ce qui fait communauté, c'est une histoire partagée et un projet de vie au quotidien. Lorsqu'il s'adresse à son maire, au président de son intercommunalité, de son département ou de sa région, le citoyen a le sentiment que son destin local lui appartient. Il sait qu'il peut s'exprimer, contribuer, participer. C'est ce qui fait défaut aujourd'hui à notre communauté nationale, où le nécessaire dialogue entre l'État et les corps constitués s'est largement distendu. Le président de la République avait annoncé sa volonté de lancer un acte 3 de la décentralisation. Le projet baptisé 3D, décentralisation, différenciation et déconcentration. Le Premier ministre l'a évoqué lors du Congrès des régions à Bordeaux. La ministre de la Cohésion des territoires entame une concertation déclinée dans chaque territoire et dans chaque département par les préfets pour l'élaboration de ce projet de loi. Ma conviction, je l'ai déjà dit, c'est qu'il faut plus qu'un nouvel acte. C'est à une nouvelle génération de la décentralisation que nous devons travailler collectivement avec les représentants des territoires au premier chef. Écoutons les attentes qu'expriment vos associations. Plus de compétences en matière d'emploi, et je pense notamment aux régions, mais il n'y a pas que ça. La reconnaissance du rôle de pivot des solidarités territoriales des départements, mais il n'y a pas que ça. La faculté de libre organisation de leurs compétences pour les communes et leurs intercommunalités. Il y a bien d'autres pistes encore à explorer. Il nous faut donc, sans attendre, proposer ce que nous croyons nécessaire pour le pays, parce que le Sénat a une capacité particulière à écouter les fractures territoriales et sociales, nous allons nous engager. Parce que le Sénat a pour mission de contribuer à la réparation territoriale et à recoudre le pays, à contribuer à ce que notre pays puisse tout simplement refaire société. Le renforcement des libertés locales passe par la réaffirmation et la pleine application, me semble-t-il, de 3 principes que nous avons déjà partagés à l'occasion de chacun de vos congrès. C'est d'abord le principe d'autonomie. Il est temps de redonner aux collectivités la maîtrise de l'exercice de leurs compétences, de desserrer les contraintes et de refonder réellement leur autonomie financière. Je rappelle que c'était une proposition collective que nous avions au Sénat dans le cadre de la révision constitutionnelle. L'État ne peut plus continuer à s'immiscer dans la gestion d'une compétence transférée, à empêcher la collectivité d'en exercer et d'en assumer pleinement la responsabilité. Et la libre administration devient simplement un mot quand l'État impose une contractualisation financière. Et l'autonomie fiscale devient pure théorie vide de contenu quand l'État substitue à l'impôt territorial une part de ressources nationales. C'est ensuite le principe de subsidiarité qu'il convient d'appliquer pleinement, une subsidiarité mise en œuvre de manière ascendante qui consiste à adapter l'action publique aux spécificités locales, mais en partant des besoins des territoires, non en décrétant une organisation appelée à une traduction uniforme. Enfin, le principe de différenciation
n'est gage d'efficacité que s'il va de pair avec une simplification de l'architecture institutionnelle locale. La différenciation, dès lors qu'elle est définie et organisée, ne remet pas en cause le principe d'égalité. Au contraire, elle peut même constituer un moyen de garantir l'égalité, notamment l'égalité des chances, qui aujourd'hui, on le sait bien, n'est pas vraiment assurée. Simplifier l'architecture locale, ce n'est pas supprimer pour supprimer un niveau de collectivité, mais favoriser la libre organisation des territoires. Sur cette base, autour de ces trois principes, et d'autres encore, nous mettrons en place dans les prochains jours un groupe de travail rassemblant l'ensemble des présidents de groupe du Sénat, le président de la Commission des lois, le président de la délégation aux collectivités et des collègues, naturellement en l'élargissant au-delà de ces deux. Je vois le président de la Commission des finances, par exemple, je vois les deux présidents des commissions des finances ici, en vue d'élaborer des propositions avec l'objectif, et je reprends un mot du président de la Commission des lois, Philippe Bas, de renouer avec le véritable esprit de la décentralisation. J'entends pour cela que s'expriment toutes les sensibilités et toutes les expériences qui siègent au Sénat. La recherche de convergence y est aussi une de nos marques de fabrique. Je sais que c'est ainsi que procèdent vos associations qui concilient la pluralité des opinions. Vous êtes divers, d'ailleurs, tout naturellement à ma droite, tout naturellement à ma gauche, mais ça n'est que géographique. Voilà. Je sais que c'est ainsi que procèdent vos associations qui concilient la pluralité des opinions, mais toujours en faisant figurer l'intérêt général, le pragmatisme. Je suis convaincu que les propositions que le Sénat élaborera trouveront un écho auprès de vous, tout comme vos propositions viendront enrichir les travaux de notre groupe de travail. Et je le dis tout de suite, on a un agenda et on a un calendrier qui ne s'appelle pas le renvoi à l'éternité ou des renvois provisoires. Nous aurons, avant la fin du semestre, un texte à proposer. Et comme de toute façon, tout texte qui doit être proposé en première lecture, c'est la Constitution au Sénat, nous pratiquerons, dans le cadre de l'application pleine de la Constitution, le texte qui sortira sera le texte de la Commission des lois et sans doute harmonieux enrichissement de vos propositions, de celles du gouvernement et du groupe du travail du Sénat. Dans cette démarche et m'adressant à vous, j'ai un vœu qui sera mon second vœu. Que les territoires soient unis, c'est essentiel. Ce n'est pas simplement votre force, c'est une force pour tout le pays. J'allais dire, l'enjeu dépasse même l'organisation associative en tant que telle. C'est un bien commun maintenant que Territoires unis. Parler de voix convergentes permettra d'être plus fort, plus convaincant et d'amener par l'échange, par le débat, ceux qui doutent de la décentralisation, j'en connais encore quelques-uns, ceux qui ne sont pas encore sortis de leur défiance envers les élus locaux, ce qui viendrait d'en haut serait toujours mieux que ce qui viendrait d'en bas. Moi qui crois qu'il faut inverser la verticalité, je sens encore qu'il y a besoin que nous nous fassions un peu apôtres. Oui, je me propose de les amener à oser avec nous le pari d'une nouvelle génération de la décentralisation. Et je vous propose aussi, pas simplement que ce soit un débat entre élus, même si nous sommes 550 000, mais nous le ferons au Sénat que nous associons les citoyens, parce que c'est leur vie quotidienne, c'est leur proximité. Oh, certes, un certain nombre de questions peuvent sembler parfois un peu ésotériques et complexes, mais on ne fait pas une nouvelle génération de décentralisation sans penser qu'il faille y associer les citoyens. C'est faire le pari tous ensemble de la liberté, de la confiance. J'ai été trop long. Bonne année à chacune et à chacun d'entre vous. Je vois des visages que j'ai rencontrés sur les territoires avec tellement de bonheur. Le territoire que j'ai le plus visité, c'est le Cher, c'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ainsi. Oui, j'ai fait au moins 4 chutes dans le Cher, mais pour différentes raisons. Mais bonne année à Territoires unis, bonne année à vos associations,
bonne année à la France et à la République. Merci. Monsieur le Président du Sénat, cher Gérard Larcher, Monsieur le Président de l'Assemblée des départements de France, cher Dominique Bussereau, Monsieur le Président de l'Assemblée des régions de France, cher Renaud Muselier, cher Hervé Morin, chers amis, Mesdames, Messieurs, Messieurs les Présidents des commissions des finances, Messieurs les Présidents de groupe, Mesdames, Messieurs, je m'interrogeais en écoutant Gérard Larcher, de savoir pourquoi il allait dans le Cher alors qu'il se fait si peu rare là-bas. C'était pour encadrer à travers cette nouvelle année une blague d'un goût douteux, ce qui est rare est cher, mais ce qui est cher n'est pas... voilà, c'est pour ceux qui ne l'auraient pas capté au fond de la salle, si les micros ne portaient pas jusque-là. Je voudrais d'abord, mon cher Gérard, te dire merci. Merci pour ton accueil, merci pour ton invitation, merci pour ton soutien, merci pour ton accompagnement en tout temps, tout lieu, toutes circonstances sur les sujets que nous avons à traiter. Tu as mis en perspective les enjeux de cette année, enjeux qui complètent utilement effectivement les travaux de nos congrès à l'automne. Je ne reviendrai pas longuement sur la problématique de la taxe d'habitation qui a animé de façon assez vigoureuse le congrès des maires, celui-ci, le précédent. Je veux dire néanmoins que tout le monde est bien en tête qu'à l'heure où nous allons cette année parler décentralisation, la conséquence de la réforme de la taxe d'habitation porte sur un déficit supplémentaire de 10 milliards pour le financement de cette opération à 24 milliards, porte la suppression de la taxe foncière et l'autonomie fiscale d'une structure collectivité locale qui s'appelle le département, amène aujourd'hui de nombreux élus qui sont en campagne à se poser la question de savoir quels sont les moyens qu'ils auront à leur disposition, à celle de leurs équipes, des équipes délibérantes et des conseils municipaux nouvellement installés pour savoir comment, en profondeur de champ, ils pourront développer les engagements qu'ils prendront auprès de leurs électeurs. Et nous allons, malgré tout, discuter avec l'État sur cette nouvelle question d'une nouvelle ambition de décentralisation. C'est dire s'il y a du pain sur la planche. Il ne peut pas y avoir des compétences sans moyens, il ne peut pas y avoir d'ambition sans calendrier et objectifs partagés, et il ne peut pas y avoir de bonne politique publique, État ou collectivité locale, qui ne soit véritablement partagée. Nous ne sommes pas en face de l'État, nous sommes aux côtés de l'État, mais nous avons des sérieux débats avec l'État central et sa méthode ultra centralisatrice, comme rarement on a pu l'observer depuis 2 ans, et qui, sur le plan financier, comme sur le plan de l'organisation territoriale, nous amènera certainement à faire territoires unis, bien sûr, mais un front uni dès le lendemain des élections municipales pour peser, pour proposer et pour engager une politique de discussion, de dialogue, mais de profonde détermination. La chance sur les textes qui viendront, c'est que, en effet, le Sénat, qui n'est pas l'Assemblée du dernier mot, mais qui, sur ce sujet, sera l'Assemblée du premier mot, créera les conditions d'organiser le débat auprès de l'opinion publique sur la base de nos réflexions communes. Décentralisation, tu l'as dit, nous aurons naturellement un peu de travail en partage et à aménager. Enfin, si l'on explique que les régions déclinent en lieu et place de l'État la politique d'aménagement du territoire, alors oui, la question du développement économique, en cohérence avec la politique de l'emploi, doit être posée pour donner les pleins pouvoirs à une instance régionale qui a une vision stratégique et qui, sur le plan de l'enseignement supérieur, sur le plan des pôles de compétitivité, sur le plan du maillage, de l'accompagnement des formations professionnelles au service du tissu économique, doit également se poser la question de savoir comment individuellement on prend en charge les personnes qui sont sur le chemin de la reconquête et de la recherche d'un emploi. Si, sur le plan de la solidarité, ayant rappelé que le département a perdu son autonomie fiscale, comment nous donnons les moyens pour porter des politiques publiques de proximité, alors que nous sommes dans un pays qui a plus de 9,5 millions de personnes qui vivent au niveau des minima sociaux, au niveau de 830 € par mois payés par la solidarité nationale. La question de la santé est au cœur de toutes les préoccupations. Jamais les maires que nous sommes n'avons autant été amenés en première ligne à accompagner nos hôpitaux en lien avec les instances décisionnaires de ces conseils de surveillance et sollicitant parfois même, en dehors de toute présence de véhicules législatifs opportuns, les instances départementales pour accompagner, ici un hôpital pour le financement d'un plateau technique, à un autre endroit l'accompagnement du développement des urgences, à un autre endroit encore le financement de telle ou telle politique d'accompagnement dans un bâtiment particulier. Il faut clarifier les choses et nous sommes un certain nombre à considérer que le domaine de la santé publique, s'il doit conserver son cadre national, doit être lu dans une logique de décentralisation avec les départements, en lien avec les maires,
présidant souvent des conseils de surveillance pour garantir l'unité de la population aux côtés de leurs établissements sanitaires. Troisième élément de réflexion pour les maires et les intercommunalités, le qui fait quoi, de quelle manière et avec quels moyens, en gros qui décide paye et qui paye décide, doit amener en effet le cadre de la clause de compétence générale à être réaffirmé avec beaucoup de détermination. Mais nous voulons aller plus loin sur le coin de la rue, sur la proximité. Si les maires sont de très loin les élus qui bénéficient encore très largement d'une part de la confiance, c'est parce qu'ils incarnent le mieux peut-être ce sentiment de protection dont tous les administrés, usagers des services publics, contribuables par ailleurs et naturellement citoyens au premier rang, et ils l'exprimeront dans quelques semaines au moment des municipales, c'est que ce besoin de protection du coin de la rue est incarné par le maire et par les équipes municipales. Mais nous voulons aller plus loin. Il n'y a aucun sujet tabou ni totem à aborder. Par exemple, la question de la culture, la question du tourisme, la question du logement. Probablement sujet absolument prioritaire, notamment dans la déclinaison de la réforme de l'APL qui a engagé un vaste mouvement très déstabilisant à travers des fusions organisées pour des seuils de 15 000 habitants sur des offices publics de l'habitat qui aujourd'hui sont dans des vraies réflexions sur l'investissement, sur la réhabilitation et qui pose dès à présent la question d'une vraie crise du logement dans les 2-3 années qui viennent au regard des besoins de notre pays et au regard de la réalité de la production dans le domaine social qui entraîne par là même la production privée. Voilà quelques sujets concrets, techniques, sur lesquels, Monsieur le Président du Sénat, évidemment, nous attendons beaucoup de vous, des sénateurs, de la Commission des lois, de la délégation aux collectivités territoriales et pour lequel nous avons une entière confiance. Je conclurai très brièvement, puisque ce sera vraiment le chemin qui nous amènera après les municipales à écrire cette histoire et à écrire cette histoire avec la Haute Assemblée autour, au fond, d'une philosophie, d'un état d'esprit, de cette conception des libertés locales. Les Gilets jaunes ont été un mouvement qui ont sollicité l'ensemble des acteurs et qui ont placé les maires à la demande du président de la République, et je pense que son intuition était pertinente pour retisser le lien du dialogue. Si un certain nombre de maires ne sont pas des acteurs de la majorité, ils ont tous été présents et disponibles pour transmettre les revendications des administrés auprès de l'État, la plupart des questions étant d'ailleurs adressées à l'État et non pas aux communes ni aux intercommunalités. Mais nous avons joué le jeu au nom de l'idéal républicain et nous avons fait corps avec l'institution président de la République pour éviter le pire. La leçon de tout cela a été les conclusions du grand débat. Et là, dans les conclusions du grand débat, reprenant par là même une idée que nous avions formulée, c'était cette grande ambition décentralisatrice. Alors le thème est un peu technique et donne le sentiment que c'est pour les praticiens de la chose publique. Peut-être qu'il nous faut aussi d'ores et déjà réfléchir à un autre mot, un autre terme, une autre idée qui correspond précisément à ce que nous souhaitons. C'est plus de liberté locale pour plus d'efficacité de services publics. Et si l'État ne prend pas cette ambition telle que nous la portons, alors nous raterons certainement un épisode important de la reconstruction du cadre républicain dans lequel nous évoluons, où l'État peut saisir cette chance extraordinaire qui lui est proposée par tous les territoires rassemblés devant vous, de se remuscler et de se reformater là où il est attendu prioritairement, et pour permettre aux libertés locales de s'exprimer vis-à-vis des attentes de nos administrés. Regardez l'évolution des chiffres, où longtemps, pendant de nombreuses années, on a expliqué que les maires et les intercommunalités, les départements, les régions avaient embauché à qui mieux mieux. C'était des gens parce que voilà, il fallait embaucher lorsque l'État serrait la ceinture. Là où il y a eu une embauche supplémentaire de fonctionnaires de la fonction publique territoriale, et ce sont des éléments qui vont être publiés dans quelques temps, c'est essentiellement effectivement du nord de la France, en contournant le grand bassin parisien et toujours arrivant dans les Landes au nord de Bordeaux. Et c'est là précisément où l'État s'est effacé. Donc là où les collectivités locales ont joué le jeu, c'est pour compenser la disparition progressive du service public porté par l'État. Alors c'est pour ça que quand nous parlons décentralisation, nous devons parler déconcentration. Et c'est pour ça que quand nous parlerons de déconcentration, ce ne sera pas uniquement une question de lecture de rendement budgétaire des administrations centrales des ministères. Ça doit être aussi un travail des élus pour faire une évaluation précise des besoins du terrain et faire remonter au niveau national, dans ce texte global, la réflexion partagée. Enfin, la différenciation ne pourra pas se résumer à la simple continuité de l'expérimentation qui existe déjà dans notre loi fondamentale. Elle devra aussi avoir une ambition, car comme l'a souvent dit Hervé Morin, et je l'écoutais souvent dans ses discours à l'époque lorsqu'il était président des régions de France, l'État, avec son ambition de vouloir répondre présent partout sur tous les sujets, non seulement ne corrige pas les handicaps, mais compte tenu de sa faiblesse en moyens humains et budgétaires, amplifie les handicaps. Et la différenciation, c'est un moyen constitutionnel puissant de corriger les handicaps,
naturels, géographiques, économiques, sociaux, pour ensuite tirer tout le monde vers le haut dans un projet collectif. Voilà quelques sujets qui vont nous amener à nous revoir certainement, avoir le plaisir d'être, nous l'espérons, accueillis à nouveau au Sénat et d'être aux côtés des sénateurs pour porter cette grande ambition collective, qui est d'abord une ambition républicaine, qui est ensuite une ambition de conviction de liberté locale et qui est enfin une ambition d'efficacité de service public, c'est-à-dire de la défense de l'intérêt général, du bien commun. Bonne année à toutes et à tous. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président du Conseil économique et social et environnemental, chers collègues sénateurs, députés, merci aux présidents de groupe et aux présidents de commission de leur présence qui nous fait chaud au cœur. Merci à chacune et chacun d'entre vous et naturellement, très bonne année. Monsieur le Président du Sénat, tout au long de cette année, tu nous as accompagnés dans nos congrès, dans le Cher, tu l'as rappelé, à Bordeaux, congrès des maires de France à Paris naturellement. Et je dois dire, sous le contrôle de mes collègues nombreux présidents de départements ici présents, que pour les départements, ce fut plutôt une année horribilis, puisque on s'est mis en tête de nous enlever de nos seules ressources fiscales un peu autonomes, à savoir la part départementale du foncier. Et même en fin d'année, il y a ici quelques collègues d'Île-de-France, ou des sénateurs qui connaissent bien ces dossiers, qui sont beaucoup exprimés. On a voulu piquer, alors je mets bien sûr plein de guillemets, devant et derrière, une partie des DMTO aux Parisiens pour financer les opérations mal financées dans le contrat de plan ou mal prises en cause dans le financement du Grand Paris. Heureusement, la sagesse du Conseil constitutionnel a été présente, mais je pense, mes chers collègues sénateurs et députés, je m'adresse aussi au président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, que ça reviendra dans un autre texte et que notre vigilance devra à nouveau être présente. Ça, c'était l'aspect horribilis. L'aspect plus sympathique, et j'en remercie tous les présidents de département ici présents, nous avons voté entre nous une péréquation financière d'1,6 milliard, qui a été repris par le gouvernement dans le projet de loi de finances, voté par le Sénat et l'Assemblée nationale. 1,6 milliard, ça veut dire qu'une dizaine de départements d'Île-de-France, de grands départements littoraux, j'en connais un, ont accepté qu'une part de leur DMTO aille à des grands départements urbains où les situations sont plus difficiles ou à des départements ruraux, en particulier dans les parties les plus difficiles de notre territoire. Au nom de la solidarité, c'est quelque chose que nous avons fait volontairement avec le soutien du Parlement et je crois que c'est important pour montrer la capacité des départements d'agir. Nous avons plein de sujets sur la table. François Baroin et moi, jeudi, nous avons reçu des centaines de pompiers, casqués ou non casqués. Ils sont en grève depuis le mois de mars. On s'en aperçoit peu parce qu'ils sont réquisitionnés, sauf les militaires parisiens ou marseillais. Il n'empêche que, là encore, le gouvernement se défausse un peu sur nous. Le ministre de l'Intérieur nous écrit qu'il faut que nous payions, et nous, les ministères de l'Intérieur, qu'il faut nous donner des marges de liberté sur la mise en place du 112, sur les carences ambulancières, pour que nous puissions répondre. Parce que le fait que les pompiers qui sont agressés actuellement sur tout le territoire demandent une augmentation de la prime de risque ne nous pose pas de problème, bien au contraire. Le fait que l'État qui commande mais ne paye pas nous dit c'est à vous de payer totalement sans contrepartie nous pose une difficulté, d'où la réponse que nous avons faite en commun avec François au ministre de l'Intérieur à la fin de la semaine dernière. Enfin, dernier mot sur la décentralisation. Il y a eu 2 moments formidables. La gauche et la droite s'en souviennent. D'abord, à l'époque où la gauche l'a fait, la droite a critiqué la gauche. À l'époque où la droite l'a fait, la gauche a critiqué la droite. Donc ça veut dire que c'était une bonne réforme. 1982, le président Mitterrand et Gaston Defferre. 2003, le président Chirac et Jean-Pierre Raffarin. Nous avons eu des grands moments, 82 étant le signal du départ, naturellement, de décentralisation. Et j'avoue, avec mes collègues présidents de département, présidents de groupe, André Viola, François Sauvadet, tous, on se méfie un peu d'un projet dans lequel il y a déconcentration, tu l'as bien expliqué François, différenciation et décentralisation. On a toujours peur que ce soit la décentralisation qui soit le moins lotie. Quand même un gouvernement avec des gens extrêmement intelligents et brillants, mais qui depuis 2 ans et demi a été très centralisateur. Donc il va falloir que nous les boostions, cher Président, pour la décentralisation. Et le fait que le Sénat travaille, le fait que nous ayons déjà bâti
à l'AMF, à Région de France, au département, nos propres propositions, un département dans tas de domaines, l'énergie, le scolaire, la santé, le social, etc., que nous ayons des propositions communes et qu'ensuite on travaille avec tous les groupes du Sénat, avec la commission des lois, avec la commission des collectivités territoriales et avec l'Assemblée nationale. Dans un deuxième temps, nous devons, avec le Sénat, avoir un texte de loi qui soit une charte. Et on verra bien si le texte du gouvernement est à la hauteur du texte du Sénat. Pas tout à fait persuadé qu'il le soit, mais en tout cas, le Sénat donnera le bon signe. Et donc, nous allons contribuer à remplir les propositions des sénateurs. Quant à la différenciation, on sait faire. On a bien vu sur l'Alsace qu'il a été possible de trouver un compromis intelligent. On voit bien, outre-mer, que nous n'avons pas deux territoires outre-mer, soit dans les Antilles, soit dans l'océan Indien, soit dans le Pacifique, ou soit dans l'Atlantique Nord, qui est le même statut. Donc on a été capable d'imaginer pour l'outre-mer, on doit être capable de le faire pour les départements métropolitains. Et quant à la déconcentration, il faut que ça soit une vraie déconcentration. Parce que nous aimons les départements, nous pensons que le pouvoir des préfets dans les départements doit être plus important et qu'ils ne soient pas obligés de se tourner toujours vers le niveau régional, vers les administrations centrales, vers les cabinets ministériels pour trouver des solutions. Donc nous, une décentralisation qui irait de court avec une vraie capacité de responsabilité des représentants de l'État dans les départements, ça nous va très bien. Donc vous voyez, nous allons proposer, nous allons être raisonnables, mais il ne faudra pas se ficher de nous, on veut une vraie décentralisation, on veut quelque chose qui ressemble à 1982 et à 2003, et nous pensons, après ce qui s'est passé et ce qui se passe dans le pays, que la France s'en portera mieux. Merci. Bien. Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs, merci bien sûr pour votre présence. Tout a été dit, je vais donc faire le reste. C'est pas terrible, mais bon, enfin, ça on la connaît bien. Monsieur le Président du Sénat, merci de votre accueil. L'année dernière, ici, à un même endroit, c'était Monsieur Morin qui présentait les vœux au nom de RDF. Et si vous avez souhaité, Monsieur le Président du Sénat, que dans un de vos vœux pour l'année 2020, nous soyons unis, regardez les régions de France. Finalement, avec, sous l'autorité du président Morin, qui avait donné son engagement de me céder la présidence, avec le soutien du président Bonneau, avec la totalité des présidents des régions de France, avec l'accord du président des départements et des maires, et sous votre autorité, parole donnée, parole tenue. C'est pas si fréquent dans la vie politique, c'est pour la raison pour laquelle je souhaite le souligner pour commencer mon propos, et je tiens à remercier Hervé et tous ceux qui me font confiance pour cette démarche et cette évolution dans le cadre de la présidence de ces régions de France. Parallèlement à ça, Territoires Unis, Monsieur le Président du Sénat, avait été lancé à Marseille. Terre de la décentralisation, terre de Gaston Defferre, premier acte majeur de la décentralisation. Et nous avions quelque part anticipé un peu les crises majeures qui existaient dans notre pays et que nous vivons aujourd'hui avec, dans un premier temps, bien sûr, les gilets jaunes. On avait senti avant, peut-être avant les autres, que justement les corps intermédiaires et notamment les élus n'étaient pas forcément bien traités en fonction des responsabilités qu'ils assumaient suite aux élections qu'ils avaient remportées et dans l'organisation qu'ils avaient su faire transcourant. Et donc, voilà l'ancien monde qui avait su peut-être, en tout cas, anticiper les crises potentielles à la suite d'un problème de méthode. Alors, si on parle de 2020, c'est la première année de la nouvelle décennie, donc c'est l'année de tous les espoirs finalement et du lancement d'un certain nombre de projets. Au niveau européen, c'est le moment où nous allons renégocier tous les contrats avec le post-2020, c'est-à-dire quels sont les fonds européens au service de nos territoires. Et Dieu sait si ça va être compliqué, difficile avec la nouvelle Commission, le Brexit, la nouvelle Commission, la nouvelle politique européenne. Ça dépend de nous. Comment allons-nous le traiter? C'est essentiel. Deuxième volet, pour nous les régions, avec vous, les responsables des différents territoires, ce sont les contrats de plan. Contrats de plan avec l'État, on a vu qu'il y avait d'un côté maintenant le contrat de plan séparé, avec d'un côté les grandes infrastructures, de l'autre côté le fonctionnement quotidien. Et nous avons pris la décision, tous ensemble, de ne signer les deux qu'ensemble, de façon à ce qu'on n'ait pas un contrat de plan croupion et que l'on puisse s'inscrire dans une distance qui soit acceptée, acceptable, financée, réalisable. Dernier volet, c'est les 3D. Les 3D. Différenciation, déconcentration, décentralisation. Eh bien, pour nous, il faudra plutôt commencer par les 3 C, c'est-à-dire confiance,
compétence et clarification. Qu'est-ce qui se passe pour nous, région de France? Si on peut avoir à titre individuel des relations tout à fait agréables avec un certain nombre de membres du gouvernement, où nous trouvons un certain nombre de solutions à traiter dans le fonctionnement quotidien, que ce soit les manuels scolaires qui sont réintégrés dans la comptabilité budgétaire en dehors des 1-2 par M. Darmanin, que ce soit avec Mme Borne sur les lois sur les mobilités. On se retrouve avec M. Le Drian, avec des expériences de décentralisation parfaitement intéressantes de rayonnement international. Mais nous, on est vaccinés. On a eu un énorme pépin cette année, majeur pour la totalité de nos régions, qui est le problème de l'apprentissage. Madame Borne a montré à quel point, à un moment, dans l'arbitrage, on nous prenait nos compétences, on nous prenait nos moyens financiers, on reprenait au compte du gouvernement les résultats qui étaient les nôtres pour nous expliquer qu'à partir du 1er janvier, ça allait être mieux qu'avec eux. Alors là, pour la confiance, bonjour, on est vacciné et donc forcément, quand on va écrire les 3D derrière, aide-toi, le ciel t'aidera, l'initiative qui est faite par les Territoires Unis pour faire en sorte que ces 3D commencent à être écrites, préécrites, proposées, nous permettra vraisemblablement, avec Mme Gouraud, avec qui nous avons les meilleures relations possibles, faire en sorte que nous pourrons peut-être écrire avant, pendant, en expliquant ce que nous voulons, tous ensemble, dans le cadre de ces 3D, sur la base de la confiance, de la compétence et de la clarification. C'est un axe essentiel pour la suite. Ça nous fait une belle année 2020 devant nous. Et écoutez, je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une très bonne santé, bien sûr, un peu d'harmonie et de bienveillance dans ce monde où finalement, ici à cette tribune, nous respectons toujours notre parole. Je vous remercie. Donc j'ai bien compris, 3D, 3C, et j'ajoute ER, une seule République. C'est ce qui nous rassemble. Je vous invite maintenant, mais c'est eux qui invitent, à partager ce moment d'amitié. Merci. Voilà pour ces vœux de l'association Territoires Unis, l'association qui regroupe donc les communes, les départements, les régions. On va bien sûr analyser les 4 discours puisque le président du Sénat, Gérard Larcher, s'est également exprimé avec nos invités. Toujours sur ce plateau, je vais vous les représenter. Géraldine Chavrier, professeure agrégée de droit public à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste des collectivités territoriales. Aurélien Elias, rédacteur en chef du Courrier des maires. Stéphane Vernet, qui dirige le bureau parisien de la rédaction de Ouest France. Et puis Laurence Lemouzy, directrice de la revue Pouvoirs locaux et de l'Institut de la gouvernance territoriale. On a longuement parlé des enjeux de ces vœux. On a écouté les 4 discours, Gérard Larcher, François Baroin, Dominique Bussereau et Renaud Muselier à l'instant. Alors, beaucoup de bonne humeur entre... On va peut-être d'abord parler de la forme, parce que c'est vrai que il y avait beaucoup de bonne humeur, beaucoup même de petites blagues entre eux, Géraldine Chavrier. Ah oui, il nous a même manqué quelques informations pour toutes les comprendre, mais je crois que c'est très très bon signe. Ça montre que ça fait un petit moment qu'ils travaillent ensemble, qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Ça montre que le Sénat a aussi tout à fait réadopté son positionnement à l'égard des collectivités territoriales, parce qu'il y a quelques années, finalement, l'aspect collectivité territoriale était moins important que l'aspect chambre parlementaire. Et c'est vraiment une chambre qui est redevenue, sous l'impulsion récente de Gérard Larcher, une chambre qui défend les collectivités territoriales. Et on voit ce qu'on disait tout à l'heure, que c'est pas seulement un positionnement politique, que c'est certainement quelque chose de durable. Et quand on les voit s'entendre comme ça, on se dit qu'effectivement, on a des chances d'aller plus loin et d'avoir... en plus, sur la bonne humeur, je voudrais quand même rajouter quelque chose. C'est le positionnement à l'égard de l'État, tous autant qu'ils ont été. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de déclaration de guerre. On a même entendu François Baroin dire « nous sommes aux côtés du gouvernement ». On a entendu Renaud Muselier dire, en dépit de quelques remarques négatives, qu'il entretenait les meilleures relations avec l'État. Il n'y a vraiment pas de déclaration de guerre, mais il y a une vraie déclaration d'autorité. On est là et on va s'imposer. Eh bien, justement, sur la forme, Laurence Lemouzy, c'est vrai qu'il y a de bonne humeur. Sur le fond, alors, pas de déclaration de guerre, mais quand même, on sent qu'ils sont un petit peu offensifs, ces présidents d'associations d'élus. Pour faire lien avec notre débat précédent, c'est vrai qu'on sent ils sentent qu'ils ont la main. Ce qu'ils te disent, moi j'ai noté quelques phrases, le président Larcher, les collectivités sont les mieux à même de refaire nation.
Donc là, il y a une prise de parole qui dépasse le cadre des espaces territoriaux, que le destin local, on parle de destin local, appartient aux citoyens. Donc le local, c'est le solide et il renvoie le national un peu au liquide, puisque le destin national échappe aux citoyens. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que peut-être qu'ils veulent... nos mousquetaires, là, incarner les prémices de cette nouvelle génération dont ils parlent, de la décentralisation. Je trouvais, peut-être par leur complicité, par le ton parfois aussi léger, que ça en était fini peut-être dans certains cynismes ou dans de discours d'élus qui ne croyaient vraiment pas ce qu'ils disaient de ces dernières années. Moi, j'ai eu quand même croisé en groupe d'études des élus qui sont ministres actuellement et qui me disaient aujourd'hui je défends l'échelon territorial, la mairie parce que je suis maire, demain si vous me mettez à la région je défendrai mordicus les prérogatives de la région. Là François Baroin a parlé de la région tout autant du département que des communes. Ça m'a assez marqué. L'an dernier aussi. Il aurait pu être le porte-parole des trois et il l'a porté et je trouve ça assez intelligent. Donc il prend la main et ils refont nation. Donc ça... Allez, avant de vous entendre, Stéphane Aurelia, on va aller Salon de Beaufort retrouver l'un de ces trois présidents d'associations d'élus. C'est Dominique Bussereau qui préside l'Assemblée des départements de France. Il est à votre micro, Alexandre Poussard. Oui, Dominique Bussereau, vous l'avez dit, 2019, année horribilis pour les départements. Est-ce que vous avez confiance dans cette année 2020 ? J'explique quand même le mot année horribilis. Ça veut dire que l'État nous a enlevé, par le biais de la loi de finances, une ressource de notre autonomie financière et fiscale, à savoir une part du foncier bâti. Maintenant, c'est le passé, mais pour nous, ça a été une très mauvaise nouvelle, un très mauvais moment, et nous le regrettons encore ardemment. 2020, là, nous attendons des sourires qui s'appelleraient déconcentration, différenciation et surtout décentralisation. Parce qu'en réalité, tous les gouvernements, au fil des années, quelle que soit leur couleur politique, font de la différenciation. On l'a fait outre-mer, avec des statuts à la carte, partout. On fait de la déconcentration, naturellement, parce que c'est intelligent et que ça permet de faire des économies. Et ce que nous attendons, c'est une vraie phase de décentralisation, pas des mesurettes. Nous attendons quelque chose à la hauteur de ce que François Mitterrand et Gaston Defferre ou Jacques Chirac et Jean-Pierre Raffarin ont fait il y a quelques années. Et alors concrètement, pour que les téléspectateurs comprennent bien, ça veut dire que les départements demandent de nouvelles compétences ? Nous demandons d'abord qu'on puisse mieux organiser en délégation les compétences entre nous. Des régions vers les départements, des départements vers les intercommunalités, vers les communes et dans l'autre sens. Qu'on puisse mieux et en souplesse régler nos affaires sur le terrain selon l'intérêt de nos habitants. Et deuxièmement, nous pensons que dans beaucoup de domaines, le logement, la santé scolaire, la transition énergétique, la forêt, les routes, etc., un certain nombre de compétences de l'État peuvent nous être entièrement données, avec les moyens naturellement nécessaires, car nous pensons que nous sommes mieux équipés et mieux armés pour le faire que l'État, mais nous ne souhaitons pas pour autant une disparition de l'État et nous demandons parallèlement que le pouvoir des préfets de département soit renforcé afin que nos interlocuteurs quotidiens aient de vraies possibilités de répondre à nos questions. Et dans cette nouvelle décentralisation, vous allez proposer une réforme, notamment avec le président et notamment avec le groupe de travail du Sénat. Cet axe entre le Sénat et les collectivités, il est important pour peser face au gouvernement ? Si vous voulez, chaque association d'élus, les maires, les départements, les régions, nous avons fait nos propositions. Ensuite, nous avons bâti une plateforme commune. Maintenant, nous donnons nos propositions et cette plateforme commune au Sénat, tous les groupes politiques du Sénat, dans leur pluralisme politique, pour à partir de cela, comme le souhaite le président du Sénat, bâtir un texte de loi. Ce n'est pas un contre-texte par rapport au gouvernement, c'est un apport des collectivités et du Sénat qui permettra la confrontation avec le texte du gouvernement et d'aboutir, je l'espère, à un texte qui soit le plus décentralisateur possible. Alors, l'association Territoires Unis était née en 2018, un peu dans un mouvement de fronde des collectivités contre l'exécutif. Est-ce qu'on peut dire qu'on est sorti de cette fronde ? Vous savez, on a eu des mécontentements. Il y a toujours eu, depuis 230 ans, les départements ont été fondés il y a 230 ans. Toujours une discussion entre l'État, la République centrale et les territoires. Ce que nous pensons, c'est que sur le terrain, les choses vont bien. Moi, je travaille avec mon préfet, je travaille avec les services de l'État au quotidien, sans aucun problème, sans aucun souci. On règle les questions. Il faut qu'au niveau national, nous ayons la même souplesse de réponse. Moi, je souhaite que le président de la République, le Premier ministre et le gouvernement, dans cette année d'élections municipales, de préparation des départementales et régionales, fassent souffler avec nous un véritable souffle décentralisateur sur le pays. Très bien. Merci beaucoup, Dominique Bussereau, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup, Alexandre Poussard. À tout à l'heure pour d'autres réactions. On entend Dominique Bussereau, mais on a entendu également Renaud Muselier, François Baroin et Gérard Larcher. Le prochain combat, c'est cette loi 3D, cette loi de décentralisation, de différenciation, déconcentration.
Oui, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant autour de ce texte, alors encore une fois, hein, je reprends une expression que j'ai utilisée tout à l'heure, mais chat est chaud et craint l'eau froide. C'est-à-dire qu'on entend bien dans ce qui a été dit aussi, c'est-à-dire oui, on est prêt à travailler, oui, on veut construire et donc on part sur de bonnes bases, mais il y a quand même un certain nombre de précédents. Et on n'oublie pas, on est vacciné, dit Renaud Muselier. Non mais c'est ça, et ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'il va y avoir une certaine vigilance dans la volonté de co-construire un texte. Tout le problème de cette loi 3D, décentralisation, différenciation, déconcentration, c'est quel est le niveau, quelle est la dose de chacun des ingrédients qui sera injecté dans cette future loi, et est-ce qu'ils vont réussir à se mettre d'accord justement sur les niveaux de chacun de ces ingrédients. Or, c'est là qu'il peut y avoir un souci. C'est-à-dire que pour l'instant, qu'est-ce qu'on en sait finalement? Quelle est l'intention de l'exécutif? Le président de la République, il l'a dit au Congrès des maires. Il a dit, moi je veux que cette future loi permette d'agir sur des politiques de vie quotidienne, et il a fixé 3 axes. Et il a dit, la transition écologique, les transports, et ça y est, j'ai oublié. Et le logement. Et le logement, voilà. Donc c'est les 3 points, c'est les 3 leviers, les 3 points fondamentaux pour lui de vie quotidienne sur lesquels cette loi doit agir. Mais quand on les écoute, eux, tout ne se recoupe pas. C'est-à-dire que vous avez effectivement un François Baroin qui cite le logement, mais il est le seul, mais qui parle aussi de culture et de tourisme. Vous avez un Dominique Bussereau qui lui parle d'énergie, donc de transition énergétique, certes, mais il parle aussi de scolaire, de santé et de social. Et donc on voit bien qu'à travers ces 3 mots, tout reste à construire, parce qu'il va falloir se mettre d'accord sur ce qu'on met dans chacun de ces principes. Et puis une dernière chose qui est très présente dans le discours de Dominique Bussereau, qui vient de redire au micro à l'instant, c'est aussi la volonté de pouvoir établir de nouveaux rapports avec l'État, entre les collectivités locales, sur le mode du circuit court. C'est-à-dire ne plus devoir remonter systématiquement à Paris pour des arbitrages, etc., que tout soit contrôlé, régenté. Et donc ça veut dire aussi qu'en termes de ce qu'on appelle la déconcentration, ils veulent aussi des préfets qui soient plus forts, plus autonomes eux-mêmes, pour pouvoir avoir des interlocuteurs, des gens qui représentent vraiment l'État, sans avoir tout faire remonter à Paris. Allez, avant de continuer le débat sur ce plateau, on va retourner au Salon de Beaufort, retrouver cette fois Renaud Muselier, qui préside, lui, les régions de France. Toujours à votre micro, Alex Poussard. Et oui, Renaud Muselier, avant cette décentralisation, vous demandez déjà de la confiance de la part du gouvernement. Il y a une crise de confiance avec les régions de France aujourd'hui ? Écoutez, incontestablement, nous, c'est un peu ambivalent en fait. Sur les dossiers de fonctionnalité générale dans le cadre de nos compétences, par exemple, avec Monsieur le maire, on a engagé un acte de décentralisation. Avec Madame Borne, c'est très bien passé sur les lois sur la mobilité. Donc, globalement, avec Monsieur Darmanin, on a trouvé des solutions pour le problème de 1,2 avec les manuels scolaires. Avec Monsieur Le Drian, on a eu des différenciations en fonction des territoires pour le règlement international. Mais on a des grosses claques insupportables, comme avec le ministre du Travail, avec Madame Pénicaud, puisque en ce qui concerne l'apprentissage, c'était notre domaine de compétence. On a plutôt réussi. On ne consommait pas trop et on était proche des CFA. Ils nous ont pris la compétence, ils nous auront pris les moyens financiers et ils se sont accaparés nos résultats en disant que c'est eux qui l'avaient appliqué. Et tout ceci, pourquoi? Pour faire en sorte que dans une région comme la mienne, où on investissait entre 120 et 150 millions d'euros sur l'apprentissage, nous ne pourrons mettre plus que 10 millions d'euros. Tout repart en national. Ce qui veut dire que sur les grandes réformes structurelles, nous avons besoin de confiance. Parce que ici, pour les régions de France, cette loi sur l'apprentissage a montré qu'il voulait recentraliser, reconcentrer et en faire aucune différenciation. Et justement, en réalité, on observe un mouvement de recentralisation du pouvoir vers l'État. Est-ce que vous croyez réellement à ce projet de décentralisation en 2020 ? Moi, j'ai toujours un peu d'espoir. Vous savez, moi, de toute façon, c'est la vie politique. Il faut croire dans son destin, dans son ambition, dans sa vision. Et puis, arriver à trouver, dans le cadre du débat, un certain nombre de compromis qui permettent de trouver la meilleure solution. Bon, là, il nous propose une loi de décentralisation. On ne va pas la refuser. On la demande. On ne va pas la refuser. En plus, moi, je suis Marseillais. C'est là où il y a les premières lois de décentralisation. Donc, Mais est-ce qu'on peut avoir confiance? Et donc, avant d'écrire la loi sur les 3D, moi, je propose les 3C. Confiance, clarification et compétence. On saura qui fait quoi et où. Et dans cette décentralisation, pour bien comprendre, est-ce que les régions demandent davantage de compétences, un pouvoir économique renforcé? Elles veulent la clarification des compétences dans les différents domaines avec les autres collectivités. Les municipalités, les départements, les régions, bien entendu, il y a les métropoles au milieu. Qui fait tout, fait rien. Voilà. Et on a besoin de cette clarification dans un moment où nous n'avons plus d'argent, ni les uns ni les autres.
Donc il ne faut pas faire des transferts de compétences pour déléguer, notamment l'État, des compétences qu'ils ne peuvent plus assumer sans nous en donner les moyens. Voilà. D'accord, donc il faut travailler de manière concertée avec les autres associations de collectivités. D'abord, on n'est pas contre le gouvernement, on est pour notre pays. Que notre pays fonctionne. Deux, il y a des règles, des lois dans ce pays qui font en sorte que les collectivités territoriales ont des responsabilités. Ces responsabilités, nous voulons les assumer et nous voulons contribuer à les assumer de la meilleure façon possible pour nos concitoyens. Bon, mais ça, il faut un peu de confiance. Mais quand on va écrire cette décentralisation, faisons-le de façon précise et nette. Très bien. Merci beaucoup, Renaud Muselier, pour votre réaction. Merci beaucoup, Alex, pour cette réaction. Aurélien Elias, on entend, hein, Renaud Muselier, c'est un peu ce qu'on disait. Il redit, on n'est pas contre le gouvernement, mais on sent quand même qu'ils ne sont pas d'accord. Oui, et puis ils ont beau dire on est ouvert, on a confiance, vous aurez remarqué que chacun a rappelé quelque chose qui lui était resté en travers de la gorge. Alors chez les départements, c'est la taxe foncière, chez les régions, c'est l'apprentissage, rappelé à 2 reprises par Renaud Muselier. Chez les communes, ça n'a pas été le cas, mais alors combien de fois on a entendu l'épisode du transfert de l'eau, de la GEMAPI, ces compétences un peu obscures, mais qui... Il a quand même reparlé de la suppression de la taxe d'habitation, pour laquelle il n'était pas forcément bien pour, sûr, hein, et bien sûr la suppression de la taxe d'habitation, dont on sait depuis maintenant longtemps qu'elle va être mise en place, qui a été votée dans la loi de finances. Donc... La confiance est demandée, mais on sent que voilà, ils ne sont pas prêts à acheter tout ce que va présenter le gouvernement. Et c'est vrai que ce qui est ressorti aussi, c'est ne vous inquiétez pas, le Front uni, il est là et il sera là au lendemain des municipales. C'est-à-dire qu'ils vont s'appuyer probablement sur ce rendez-vous territorial appuyé par le Sénat pour, si les premières discussions, concertation régionale, concertation locale, mais aussi concertation entre ministres et associations d'élus n'avancent pas, pour remettre un coup d'accélérateur dans ces négociations au lendemain des municipales. Sachant qu'effectivement le Sénat sera la première des 2 assemblées à se saisir de ce texte et aura tout loisir pour le modifier à sa guise, du moins dans un premier temps. Alors justement, dans ces relations entre exécutifs et élus locaux, il y a un épisode qui a été rappelé par tous les présidents d'associations, c'est l'épisode des Gilets jaunes. Laurence Lemouzier, est-ce que cette crise des Gilets jaunes, elle a modifié les relations entre exécutifs et élus locaux? Est-ce que ça a été un tournant dans ces relations? Oui, ça a sans doute joué, peut-être joué presque psychologiquement. Comme si, parce que moi je me répète, mais je suis assez étonnée lorsque j'entends on n'est pas contre le gouvernement, on veut que le pays fonctionne. C'est-à-dire ils veulent leur part, et ils savent qu'ils ont leur part. Si on dit bien que la puissance publique est dans les territoires, ils savent que l'état du pays dépend aussi de leur capacité d'intervention. Je crois que ça a permis aussi peut-être aux élus de s'apercevoir que l'art de bien gouverner aujourd'hui, c'était au niveau local l'art aussi de se chaîner les uns les autres. Ils commencent à quitter les logiques de silo. Regardez pas ce qui se faisait à côté alors le mot à la mode les années présentes, c'est co-construction, mais tout de même pour se dire, on ne peut pas le faire, la commune ne peut pas faire sans le département, qui ne peut pas faire sans la région. Il faut absolument faire lien pour arriver à gouverner un territoire. Ça, je pense que c'est important. Il y a le thème de la santé, je crois qu'il a été évoqué par François Bayrou, qui me semble très important, parce que quand on se remémore 82, le fameux acte, ce qu'il en ressort, c'est l'exemple emblématique. Alors il nous fait sourire parce qu'il a été ressassé, mais c'est combien les lycées et les collèges, on n'en a pas à rougir aujourd'hui, ça a été des équipements qui ont été remis à flot. Sur la santé, là, les collectivités ont la main à prendre aussi, vu l'état des hôpitaux, vu les déserts médicaux, les problèmes de chaînage avec les professions libérales, les infirmières, etc. Il y a là un chantier, et je ne suis pas si étonnée que ça, que François Bayrou et je crois d'autres l'ont cité, parce qu'ils pourraient faire œuvre d'efficacité en montrant leur capacité à faire ensemble, à faire éclater les oppositions pour mener à bien une politique publique qui, au niveau national, pose un très gros problème. Concernant les Gilets jaunes, je pense que ça a changé beaucoup de choses dans la relation avec les maires pour 2 raisons. La première, c'est que quand le mouvement a commencé à apparaître, finalement, les seuls qui ont vraiment cru que la situation était sérieuse, c'était les maires. Je me souviens du premier congrès des maires auquel je participais à ce moment-là. Moi-même, je n'avais pas donné autant d'ampleur aux Gilets jaunes à ce moment-là, et je voyais les maires extrêmement inquiets et qui prenaient vraiment quasiment la défense pour un certain nombre des revendications. Et en fait, ça montrait une chose à l'État, c'est cette vraie proximité des maires. C'est-à-dire ceux qui sont bien en lien avec la société, c'est pas les ministres, c'est pas les parlementaires, c'est les maires. Ça a été le premier élément qui a été très
très fort, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que le poumon, le cœur, c'était bien au plus proche du citoyen. Et le deuxième élément qui a été important, c'est qu'on a été obligé de passer par le maire pour organiser le grand débat. Et que derrière, ils ont aussi fait savoir qu'ils ne voulaient pas être juste des instruments dans ce cadre-là, mais ils se sont bien rendus compte que l'échelon local, c'était l'échelon indispensable dans la relation avec le citoyen. Allez, justement, on va retrouver un maire. C'est André Léniel, maire d'Issoudun, qui est premier vice-président délégué de l'Association des maires de France. Il est à votre micro, Alex. Et oui, André Léniel, on en a parlé pendant cette cérémonie. Le maire est l'échelon de proximité de la démocratie. Est-ce que vous pensez que le gouvernement en a vraiment conscience ? Les actes démentent ce propos. Nous avons le sentiment d'une profonde recentralisation, d'une fausse démarche de dialogue, mais qui ne débouche jamais sur la prise en compte des souhaits qui sont les nôtres. Donc oui, c'est courtois, mais ça n'aboutit jamais. Et pourtant, il y a eu un projet de loi en faveur des élus locaux, il va y avoir un projet de loi de décentralisation. On a quand même l'impression que le gouvernement cajole les maires en période d'élection municipale. Vous savez, le velours des paroles ne retire pas les épines des actions. Et en l'occurrence, il y a beaucoup de propos très laudateurs sur les maires et nous nous en réjouissons. Il est vrai aussi que les maires sont les élus les plus populaires auprès de la population. Et peut-être que l'exécutif, qui lui manque de beaucoup de popularité, aurait envie d'en avoir un tout petit peu. Donc pour vous, le gouvernement est seulement intéressé par l'élection, par la popularité de l'échelon municipal? Tout à fait. Il n'y a aucune réelle avancée. Car pendant qu'il avance des propositions, il nous étouffe financièrement. Il supprime la taxe d'habitation. Il continue à essayer de ponctionner sur un certain nombre d'autres dotations. Et en réalité, là où il dit il y a stabilité, il y a un profond recul de nos moyens d'agir, de répondre aux attentes de nos populations, de faire que le citoyen puisse trouver une réponse aux attentes et surtout aux urgences, car elles sont de plus en plus nombreuses. Autre question sur ces élections municipales, le ministère de l'Intérieur prévoit d'effacer l'étiquette politique des candidats dans les communes de moins de 9000 habitants. Qu'est-ce que vous en pensez? Que c'est une médiocre manœuvre politique. C'est vrai que La République En Marche risque d'avoir des résultats qui ne sont pas vraiment brillants aux élections municipales et ils essaient tout simplement de les masquer. Ça n'est pas ni fair play, ni très sérieux. Un mot sur la campagne dans votre commune Issoudun, dont vous êtes le maire depuis 7 mandats. Est-ce que vous avez l'envie de repartir pour un 8e mandat? Écoutez, j'ai l'enthousiasme de ma ville. Ça ne veut pas dire que je serai candidat. Il y a d'autres manières, éventuellement, d'être à l'écoute, d'être utile à sa communauté. Mais c'est vrai que la commune, ça reste vraiment l'échelon de base de la démocratie, le pilier de la République, mais surtout le lieu de la proximité, là où il y a de l'humanité dans les relations entre les élus et le citoyen. Et je crains malheureusement que ça soit actuellement le seul lieu. Et juste quand on lit la presse locale, il a été question un temps d'une alliance entre La République En Marche et les Républicains, justement pour vous faire tomber, avec une manœuvre de l'Élysée. Vous en avez entendu parler? Oui, bien sûr. Je lis la presse comme vous, mais là aussi, on est dans le dérisoire. Parlons de choses sérieuses, parlons de projets, parlons d'avenir, parlons de réalisation, parlons de ce qui fait sens commun dans une commune, parlons de la manière de répondre aux urgences des citoyens. On sait aujourd'hui que beaucoup sont dans la désespérance et on le voit d'ailleurs à travers les diverses manifestations de toute nature, touchant des milieux totalement différents. Donc il faudrait peut-être hausser un peu le niveau du jeu pour le gouvernement. Très bien. Merci beaucoup André Léniel d'avoir répondu à mes questions. Voilà pour cette réaction d'André Léniel, premier vice-président délégué de l'Association des maires de France. Est-ce que ces maires, ils sont revenus au centre du jeu, Stéphane Vernet? De fait, oui. Ils sont revenus au centre du jeu pour plusieurs choses. Effectivement, la crise des Gilets jaunes a fait qu'à un moment, le regard notamment du président de la République et le discours a changé, mais ça ne s'est pas fait d'un coup, en fait. Il a fallu c'est au moment du grand débat national, le premier grand débat national, souvenez-vous, c'était Grand Boutroulle en Normandie, et c'était une assemblée de maires. Et là, il y a eu les mairies qui se sont ouvertes, notamment avec l'association des maires ruraux un peu avant, etc., qui ont accepté d'ouvrir leur mairie pour faire des cahiers de doléances, etc. Donc il y a eu la volonté de s'appuyer en fait sur les maires pour réarticuler un dialogue avec les citoyens et notamment les citoyens en milieu rural. Je pense que je suis pas sûr qu'Emmanuel Macron avant cet épisode avait un regard bienveillant sur les maires et sur les élus locaux en général. Je ne suis pas certain que son regard ait totalement évolué. C'est un petit peu ce que disait André Léniel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un doute sur... Ok, on nous cajole, il y a des mots, etc. Les mots sont forts, etc. Mais encore une fois,
vous avez une catégorie d'élus, de politiques qui se disent, nous, ce qu'on veut maintenant, c'est des faits, des choses tangibles. Ils le disent souvent, c'est pas des preuves d'amour qu'ils veulent, c'est pas des mots d'amour, c'est des preuves d'amour qu'ils veulent. Et je pense que dans si les maires reviennent au centre du jeu, c'est à la fois à travers le discours qui change, d'accord, mais ça, il faut encore que ça se concrétise. Et puis surtout, ils vont être remis sur le devant de la scène à travers les prochaines élections, les municipales. Et ces élections, pour reprendre aussi un terme que vous avez utilisé tout à l'heure, elles sont chaînées elles-mêmes. C'est-à-dire que le résultat des municipales va conditionner aussi l'évolution du Sénat, parce qu'il y a les sénatoriales dans la foulée. Et puis surtout, il y a l'année prochaine les départementales et les régionales, et derrière, il y a la présidentielle. Et tout ça est étroitement lié. C'est-à-dire qu'il y a une volonté pour un certain nombre de partis de progresser, de s'installer dans le paysage et de progresser méthodiquement à partir des municipales, puis les départementales, puis les régionales, et restructurer la vie politique du pays. Merci Stéphane Vernet, vous devez nous quitter malheureusement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On va continuer. Aurélien Elias, Stéphane disait, les maires, ils n'attendent pas forcément que des mots d'amour, ils attendent des preuves d'amour. François Baroin, ce matin, dans Le Parisien, dit « La considération est une chose, la prise en considération en est une autre ». Ça va mieux, mais c'est pas encore ça entre les maires et le gouvernement ? C'est pas encore ça. Et puis derrière ce discours, il y a la volonté de récupérer des moyens financiers, d'avoir des assurances sur les moyens qui seront à disposition des nouvelles équipes municipales, qu'elles soient celles d'aujourd'hui reconduites ou qu'elles soient celles d'opposants qui viendraient à conquérir l'hôtel de ville, avec quels moyens ils vont pouvoir mener leurs projets. Ça, je pense que c'est quand même une inquiétude première de tous les maires, de tous les candidats. C'est bien beau d'avoir un projet pour le prochain mandat, mais avec quels moyens on va pouvoir le mener ? Donc ça renvoie aux dotations, ça renvoie à la fiscalité locale, ça renvoie à si on me donne des compétences, pourquoi pas, mais avec quels moyens je vais pouvoir assurer ces nouvelles compétences. On l'a vu effectivement, la santé, on en a beaucoup parlé, c'est un sujet qui monte énormément, c'est monté pendant les Gilets jaunes, c'est monté, nous on s'en est aperçu à travers les différentes interviews de maires qu'on fait au Courrier des maires, à quelque niveau que ce soit, la présence des services de santé, d'un médecin, d'un hôpital est quelque chose qui monte. Avec quoi les collectivités auront un levier, une marge de manœuvre pour faire progresser cet accès à la santé des citoyens. Ça fait partie des questions concrètes sur lesquelles les maires, comme les sénateurs qui vont examiner le projet de loi, vont avoir un œil plus qu'attentif. Et cette question de la santé, Laurence Lemouzy, elle illustre ce que disait François Baroin, ce besoin de proximité, ce besoin de protection. Il dit si les maires bénéficient de la confiance, c'est parce qu'ils incarnent le mieux ce besoin de protection. C'est ça ? Aujourd'hui, si effectivement le moindre difficulté, en tout cas le seul recours que vous avez vis-à-vis de la puissance publique à l'échelle d'un territoire, c'est souvent d'aller voir le maire ou d'aller dans les services municipaux, il faut le rappeler. Il n'y a que peut-être quand on vit à Paris qu'on oublie ça. Et d'ailleurs, je ne sais pas, à un moment donné, il a dit ceux qui doutent, certains douteraient de la décentralisation. Ceux qui doutent, alors je ne veux pas faire du manichéisme, mais c'est souvent quand même aussi de hauts fonctionnaires qui ont intérêt plutôt parisiens, qui ont intérêt à que tout change sauf eux, oui. Qui n'ont pas vraiment intégré une culture de la décentralisation et qui regardent souvent la province, d'ailleurs ce mot n'est pas tellement utilisé, les régions, un peu de façon condescendante et ça existe encore, hein, et souvent ce sont eux qui tiennent pas mal la plume. Donc il y a quand même un monde qui vit un peu hors sol et qui va en province juste pour y passer quelques jours, mais je suis assez d'accord avec Géraldine Chavrier, lorsque les maires n'ont pas été tellement étonnés des Gilets jaunes, voire partageaient pas mal leurs revendications et se demandaient même pourquoi la société n'avait pas craqué avant, tellement on avait tiré sur la corde. Donc aujourd'hui, l'État, les collectivités locales, pour prendre une image, elles partagent le même lit, mais elles font pas du tout les mêmes rêves. Et le rêve de M. Macron, il est plutôt, je pense, très jacobin. Il regarde plutôt vers l'international que le local. Le local, ça administre.
administre la vie quotidienne. Et puis, point. Je pense que c'est une erreur la province n'administre pas. La province fait France. Elle fait nation. La province, c'est Marseille, Toulouse, elle agrège. C'est Lille, c'est la Bretagne, c'est des humeurs, c'est des accents. Hein. On les a vus dans les présidents. Presque avec le président Larcher, ils représentent la France dans toutes ses dimensions. Et d'ailleurs, ça entraîne le sourire. J'ai cru comprendre qu'en ce moment, il y avait plutôt des grimaces du côté de Matignon et du gouvernement, eu égard à l'état aussi de certaines questions sociales. Voilà, donc moi, comme Géraldine, je suis assez optimiste en ce début d'année. Et on va revenir sur ces questions de décentralisation, puisque ça nous ramène à ça. Mais d'abord, on va avoir une nouvelle réaction au micro d'Alex Poussard. C'est celle de François Sauvadet, qui préside le département de Côte d'Or et qui préside également le groupe de la droite et du centre à l'Assemblée des départements de France. Et oui, François Sauvadet, est-ce que vous aussi, vous êtes optimiste pour cette nouvelle décentralisation qui va être menée en 2020 par le gouvernement ? Écoutez, je ne sais pas si on peut être optimiste, en tout cas il y a une ambition qui est affichée, mais on voit bien qu'entre l'ambition affichée et les faits qu'on vient de vivre ces dernières années, jamais on a eu une telle recentralisation, aussi bien des moyens financiers, vous l'avez vu, la taxe d'habitation a été supprimée sans concertation avec les communes, pour les communes, elle est compensée par le foncier bâti, donc on n'aura plus de levier fiscal. Donc on va avoir des dotations de l'État et en même temps, il n'y a pas de vraie clarification, de vraie volonté de décentralisation. On nous parle de déconcentration, il n'y a pas de vrai dialogue. Il y a des volontés qui sont affichées, comme ça on nous dit on va faire un nouvel élan de décentralisation. Mais tous les faits contredisent ce qui est annoncé. Donc c'est ça qui est source d'inquiétude. Alors qu'on le voit bien, nos compatriotes, qu'est-ce qu'ils attendent ? Ils attendent des réponses de proximité. Le président de la République d'ailleurs avait semblé bien le comprendre au moment de la crise des Gilets jaunes. Lui qui avait fait des maires l'interlocuteur pour retrouver le ciment finalement de la République. Donc voilà, on a besoin de décentralisation, on a besoin que l'État assume sa mission, et puis on a besoin de clarification. Et ça, j'ai pas l'impression qu'on soit au rendez-vous. Et justement, concrètement, dans votre département, la Côte d'Or, qu'est-ce que vous demandez en termes de nouvelles compétences, de moyens dans cette décentralisation ? D'abord, les moyens de la liberté, c'est-à-dire on peut pas, chaque département est différent. Moi, j'ai un très grand département avec une métropole Dijon, une petite métropole, et puis un immense territoire rural avec 698 communes. Donc on voit bien qu'on a besoin de cette solidarité territoriale, mais il faut qu'on ait les moyens de l'assumer. Moi, chaque jour, les maires viennent me voir. Aujourd'hui, on est le dernier rempart pour tous ces élus locaux. Les grandes régions assument leur rôle, mais on voit bien qu'elles se sont éloignées des centres de décision. Les maires assument le leur en proximité, mais ils n'ont plus les moyens réels, même dans les intercommunalités. Donc on se tourne vers les départements. Donc moi, je dis au gouvernement, vraiment, il y a une chance à saisir. Maintenant, est-ce qu'il en a la volonté ou non ? J'en doute, mais on va y travailler. Moi, je crois que la bonne nouvelle de ce début d'année, c'est de voir que tous les représentants des associations d'élus, régions de France, communes de France et intercommunalités, départements de France, étaient tous ensemble aux côtés du Sénat. Et la volonté du Sénat de se saisir de cette question, et lui qui représente vraiment les territoires, c'est une bonne nouvelle. Et moi, je souhaite que le gouvernement, qui manifeste en permanence sa volonté d'écoute, eh bien qu'il le montre concrètement en suivant le travail qui va être fait par les sénateurs pour redonner du sens à la décentralisation, c'est-à-dire à l'efficacité publique. Est-ce que les intérêts sont réellement les mêmes entre ces associations d'élus, notamment sur la fiscalité locale, puisque les communes ont récupéré notamment une partie de taxe foncière des départements ? Oui, on a des intérêts communs, on a tous les intérêts communs, c'est la République tout simplement. C'est la République décentralisée par rapport à la tentation de la renationalisation. Il y a ceux qui pensent qu'en confiant à l'État toutes les manettes, le pays s'en portera mieux. C'est tout l'inverse que veut le peuple. C'est la reconnaissance de cette diversité pour apporter des réponses appropriées à chaque citoyen, à chaque commune. C'est ça qu'il faut qu'on rebâtisse. Donc je ne comprends pas d'ailleurs qu'on ne soit pas tous engagés dans ce même élan. Je l'espère pour cette année puisque c'est la période des vœux. Très bien. Merci beaucoup François Sauvadet d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Alex Poussard pour cette nouvelle réaction. Géraldine Chavrier, on entend effectivement le même discours, c'est-à-dire le gouvernement est trop recentralisateur, on veut plus de décentralisation et le Sénat aura un rôle à jouer dans cette étape de la décentralisation. En effet, le point commun, tous ont des idées de compétences, mais ce n'est pas du tout la priorité. Pour eux, c'est le fonctionnement de la décentralisation, c'est comme ils l'ont dit, la liberté. Je crois qu'il est temps de s'interroger. Alors je sais bien, ça veut dire s'interroger à un niveau constitutionnel et on ne sait pas ce que va devenir la réforme constitutionnelle, mais il est temps de s'interroger sur cette notion de libre administration. À aucun moment il parle de libre administration, il parle d'autonomie. Alors le mot peut faire peur, mais libre administration, on administre un service. Mais eux, ils n'administrent pas un service. Ils ont une population.
Ils ont des individus, ils ont des activités économiques, c'est pas de la libre administration. Donc ce qu'ils demandent tous, et le Sénat en est très conscient, et je pense que ça va être le cœur des propositions du Sénat, ce qu'ils veulent tous, c'est qu'enfin leur droit à s'organiser réellement, à exercer les compétences qu'on leur donne, soit reconnu. Parce qu'ils ont l'habitude d'avoir des transferts de compétences, mais ils ne peuvent jamais les mettre en œuvre. Parce qu'ils n'en ont pas les moyens financiers, ou parce que tout simplement, la tradition française qui consiste à centraliser totalement le pouvoir normatif fait qu'on leur donne une compétence et puis après tout est fixé par le règlement et si possible aussi par la circulaire qui va expliquer le règlement et comment il faut l'appliquer. Ils n'ont aucune liberté d'action, aucune marge d'action. Donc ce qu'ils veulent, c'est une liberté. Et dans tout est réétudié récemment. Cette notion de libre administration, cette notion de subsidiarité ascendante, qui vraiment prend les décisions, mais cette notion aussi d'autonomie financière, arrêtons, enfin c'est plus possible d'avoir une constitution qui dit des choses qui n'existent pas. On ne peut pas avoir dans le texte fondamental une libre administration qui veut rien dire, une autonomie financière qui veut rien dire. Il y a un Conseil constitutionnel qui regarde des notions qui ne veulent rien dire et qui n'est pas non plus très tenté de leur donner du sens. C'est ça qu'il va y avoir dans le texte. Et si vous leur demandiez, ils savent très bien que la révision constitutionnelle, c'est compliqué, puis ils ne sont pas forcément demandeurs, notamment au Sénat. Mais si vous leur demandez, c'est ces notions constitutionnelles qu'ils voudraient voir évoluer. Allez, justement, le Sénat qui va avoir un rôle à jouer dans cette rédaction de la loi 3D. On va écouter ce que dit Gérard Larcher il y a quelques minutes. C'est lui qui a introduit ces vœux de territoire uni. Nous mettrons en place dans les prochains jours un groupe de travail rassemblant l'ensemble des présidents de groupe du Sénat, le président de la commission des lois, le président de la délégation aux collectivités et des collègues, naturellement en l'élargissant au-delà de ces deux. Je vois le président de la commission des finances, par exemple, je vois les deux présidents des commissions des finances ici, en vue d'élaborer des propositions avec l'objectif, et je reprends un mot du président de la commission des lois, Philippe Bas, de renouer avec le véritable esprit de la décentralisation. Aurélien, on sait que pour la loi engagement et proximité, le gouvernement s'est beaucoup inspiré des propositions sénatoriales. Est-ce que c'est un moyen pour le Sénat et les associations d'élus de pousser le gouvernement à en faire de même sur cette loi de décentralisation ? C'est certain que le Sénat, avec Territoires Unis, va profiter pleinement de l'occasion qui est la sienne de débattre en première assemblée du texte pour quelque part préempter les principales orientations du texte. Il va y avoir même si Territoires Unis se défend de préparer un contre-texte, dans les faits, le texte qui va être discuté sera celui issu de la commission des lois, dont les vues sont assez proches de Territoires Unis sur tout ce qui est subsidiarité, pouvoir de différenciation. Donc pour le coup, voilà, ça va être un moment où le Sénat, avec Territoires Unis, ces trois associations d'élus, va mettre un maximum de pression sur le gouvernement pour que le texte aille un maximum dans son sens. Et laisser le moins de marge de manœuvre possible au gouvernement, finalement, pour les associations d'élus, pour le Sénat, c'est ça l'enjeu ? Laisser moins de marge de manœuvre, en tout cas imposer une vue, parce qu'ils ne vont pas pouvoir faire sans. Je crois qu'en fait, il y a une recherche aujourd'hui, la décentralisation, et ce qui se dira dans ce texte, est à un point où il faut arriver à résoudre cette tension entre les libertés locales, d'un côté, et la nécessité d'une autorité de l'État. L'histoire de la décentralisation, ça a été toujours ce nœud qui s'est tendu. Aujourd'hui, je crois que tous les regards, les analyses sont portés là-dessus. Comment on a des libertés locales, une respiration et pas seulement une libre administration, parce qu'ils ne sont pas des gestionnaires de services publics. Ils ont effectivement des populations et des questions importantes à régler, avec un État qui retrouve lui-même sa propre santé, son autorité, parce que les services de l'État, on l'a dit, font des fois, sont tristes, sont à pleurer. Il y a beaucoup de verbes, mais il y a peu de capacité à réagir depuis les services de l'État dans les territoires vis-à-vis des collectivités territoriales. Voilà, donc on est là à un point qui me semble intéressant et où chacun, tant le gouvernement que les collectivités, vont devoir travailler et réfléchir ensemble. Et trouver le juste équilibre finalement sur ce texte, Géraldine Chavrier ?
Je pense qu'effectivement, ce qui est intéressant quand on observe la vie politique et la vie locale depuis plusieurs années, c'est que c'est la première fois qu'on se sent aussi prêt de rechercher réellement cet équilibre. On a toujours eu l'impression que les collectivités tiraient parfois de façon disproportionnée la couverture, que l'État voulait tout maîtriser. Pour la première fois, j'ai l'impression que l'État s'interroge sincèrement sur ses pouvoirs régaliens, ce qu'il doit faire, ce que les collectivités doivent faire. Et donc ce point d'équilibre, il n'est pas si loin. Je pense qu'on peut l'obtenir et que la différenciation, ou en tout cas l'expérimentation, pourrait le permettre. L'expérimentation, ça va rassurer tout le monde. S'il y a des choses à faire, on parlait de la santé publique tout à l'heure, c'est la compétence la moins décentralisée possible. Et pourtant, il y a des choses à faire. Donc peut-être qu'en expérimentant, on pourrait y aller. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Cette loi 3D, on en parlera bien sûr, elle est attendue pour le printemps prochain. Merci d'avoir été avec nous. Je vais rappeler les unes de vos journaux. La une du Courrier des maires. Aurélien Elias, Université, les villes moyennes n'ont pas dit leur dernier mot. La une de Pouvoirs locaux. Laurence Lemouzy, liberté locale, subsidiarité, réciprocité, une certaine idée de la confiance. Et puis Géraldine Chavrier, ce livre à paraître dans quelques semaines sur la différenciation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On reviendra sur ces vœux de Territoire Uni à 17h30 avec Rebecca Fitoussi dans Allons plus loin. On vous souhaite une très bonne journée sur Public Sénat.